Merci à toutes et à tous d'avoir bravé ce temps automnal pour venir à cette table ronde, cette première table ronde des entretiens de la biodiversité 2024, ici au cloître des Récollets à Metz. Cette table ronde que nous allons développer ce matin est un sujet, et c'est le cas de le dire, extrêmement sensible. C'est un sujet, je peux même dire, terrible pour les personnes qui sont atteintes par ces problèmes. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous vivons dans une société qui est complètement convertie au numérique. J'appelle ça, moi, la techno-idolâtrie. Donc, on vit dans un monde où on ne peut pas se passer de portable, de smartphone, de Wi-Fi, de Bluetooth. En fait, je ne vais pas vous faire le détail de tout ça. Alors, c'est sûr que quand on a abordé ce thème-là, quand j'ai voulu qu'on aborde ce thème-là à ces entretiens de la biodiversité, c'est sûr que quand ça touche l'être humain, on pense plutôt à l'être humain, forcément. Mais il faut savoir que ces problèmes de champs magnétiques, ces champs magnétiques artificiels que nous créons, touchent aussi la faune et la flore. Et nous sommes ici aux entretiens de la biodiversité, donc c'est bien pour montrer que la faune et la flore sont concernées aussi par ce problème quasi général. Bon. Alors, pour m'accompagner ce matin à cette table ronde, j'ai la chance d'avoir vraiment 5 intervenants de très haute qualité que je vais vous présenter. Le docteur Philippe Irigaray, qui est, je relis, biochimiste adjoint du professeur Dominique Bellepomme. Alors le professeur Dominique Bellepomme, c'est cet homme qui a assuré la coordination de ce livre, le livre Noir des ondes, dont je vous parlerai après quand je passerai la parole à Philippe. Mais c'est un homme que je connais depuis très longtemps. C'est lui qui a créé l'ARTAC, l'association de recherche thérapeutique anticancéreuse. C'est lui aussi qui était, en 88 je crois, c'est lui aussi qui était à l'origine de l'Appel de Paris. J'étais présent en tant que journaliste quand il a fait ça, c'était à l'UNESCO à Paris, où là, c'était vraiment un très grand moment. Je me rappelle très bien de ce moment. Donc, vous, Philippe, vous êtes donc son adjoint à l'ARTAC, hein, vous êtes un biochimiste, et donc vous allez plus particulièrement parler de l'origine de cet ouvrage. Ensuite, le professeur Gérard Ledoy, qui est ici, qui a fait le voyage depuis Clermont-Ferrand, puisque vous étiez, si je ne me trompe pas, hein, professeur émérite à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, c'est bien ça, et vous êtes biologiste. Voilà, donc c'est vous qui allez parler des tomates, entre autres, vous allez voir, c'est très sympa. Ensuite, Marie-Noëlle Bollinger. Donc vous êtes chef de projet à l'association de Zone Blanche. C'est une association qui a été créée, que je ne dise pas de bêtises, c'est en 2014, hein, c'est bien ça, par Michel Rivasi, dont je parlerai tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance de bien la connaître. À côté de vous, le docteur Afalovic. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes électrosensible. Un petit peu. Donc vous pourrez justement décrire un peu tous ces symptômes. Et enfin, à côté de moi, le professeur Olivier Cachard. Alors lui, bon, c'est un ancien, donc il arrive de Nancy, forcément, il n'est pas très loin. Et donc, j'ai passé autant de temps de ma vie à Nancy qu'à Metz. Ah ben voilà, donc vous voyez, voilà, donc ça c'est important, effectivement. Et donc professeur Cachard, faculté de droit donc de Nancy, hein, ancien doyen de cette faculté de droit, et vous êtes auteur aussi de bouquins sur cette question-là, en particulier en 2016, le droit face aux ondes électromagnétiques, et en 2020, la régulation des ondes électromagnétiques chez LexisNexis. Voilà. Eh bien, je vous remercie à madame et à messieurs d'être présents. Nous avons quand même du monde, c'est sympa, c'est très sympa. Bon, j'aurais espéré un peu plus, mais bon, il y a quand même des gens qui ont bravé la météo automnale. Bien. Alors, on peut dire que depuis les années 90, on a effectivement une généralisation de la téléphonie mobile, avec des enjeux économiques, financiers et stratégiques absolument énormes. Et dans ce contexte, c'est quand même pas évident du tout de parler de perturbations provoquées par ces fameux champs électromagnétiques artificiels. Alors, si vous voulez, moi j'ai lu avec beaucoup d'attention ce livre que m'a confié Philippe, hein, donc, sous la direction du professeur Dominique Bellepomme, le livre Noir des ondes, les dangers des technologies sans fil et comment s'en protéger, un guide pour tous. Donc c'est un guide didactique qui se lit bien, qui se comprend, parce que c'est un sujet extrêmement complexe, hein, parce que là on va parler d'ondes, alors imaginez. Et là, quand on lit ça, eh ben, on comprend beaucoup de choses. Il y a aussi énormément de témoignages de gens qui sont frappés par ces ondes électromagnétiques,
qui parlent de leur souffrance. On en parlera avec Madame Bollinger. Et franchement, quand on lit ça, on a de quoi être inquiet, vraiment très inquiet. Surtout quand arrive le déploiement de la 5G. J'ai entendu dire, après la crise sanitaire, quand il y a eu le plan de relance, le président de la République dire que contrer un peu les anti-5G en disant qu'il ne fallait pas revenir à l'époque des Amish et à la bougie, on est bien d'accord. Alors que c'est quand même faire abstraction de tous les problèmes que peuvent ressentir certaines personnes avec ce problème-là. Alors, je vais donc commencer avec Philippe Irigaray. Si vous voulez, est-ce que vous pouvez rappeler un peu la genèse de ce livre ? Parce que, je rappelle, ce livre, il y a ici 1 et 2 co-auteurs. 3 avec Philippe. Le professeur Dominique Belpomme, qui est maintenant une personnalité assez âgée, s'est excusé parce qu'il était un peu victime de sa santé et donc il ne pouvait pas être présent aujourd'hui. C'est Philippe qui donc va assurer ce travail. Vas-y. Oui, donc la genèse de ce livre, donc je vais remonter jusqu'en 2007. Donc l'ARTAC, c'est une association de recherche sur le cancer. On travaillait sur les liens entre la téléphonie mobile et les tumeurs du cerveau. Et on venait de publier un article, ce qui fait que Dominique a été invité sur un plateau de télé. Et sur ce plateau de télé, il y avait des représentants d'associations de personnes dites électro-hypersensibles. Durant l'émission, il a dit qu'effectivement, c'était possible, la pathologie, ce qui fait que sa consultation suivante, sa consultation de cancérologie qui a suivi l'émission, il s'est retrouvé avec beaucoup de personnes électro-hypersensibles dans la salle d'attente qui étaient complètement en errance médicale. Donc pour une fois, il y avait un médecin qui était prêt à les écouter, et même là, l'occurrence, c'était un grand professeur très médiatisé, très connu. Et de là, on a décidé de ne pas faire ce qui se faisait à l'époque, à savoir vérifier s'ils étaient bien hypersensibles en les exposant bêtement à un téléphone, voir s'ils réagissaient ou pas. On a décidé de caractériser déjà la pathologie, voir si c'était vraiment des vrais malades. On a étudié la symptomatologie. Donc pour ça, il a vu actuellement plus de 3000 patients. Sur ces 3000, on en a 2008 qui sont caractérisés complètement. Et d'un point de vue clinique, tout est publié, toutes nos études sont publiées. Donc, il m'a demandé de développer des marqueurs qui pouvaient objectiver ces symptômes et qui pouvaient en même temps essayer d'avoir un lien indirect avec les champs électromagnétiques, donc toute une recherche de la littérature. Ce livre, il y a plus de 1000 articles scientifiques qui sont référés dedans. Et, oui, il est classé en plusieurs parties, plusieurs grandes parties. Absolument. Donc, on a vraiment étudié la pathologie d'un point de vue clinique, d'un point de vue, on a développé des marqueurs biologiques, sanguins et urinaires, de l'imagerie cérébrale, et on s'est aperçu que, en regardant les patients qui continuaient à affluer, qu'il n'y avait pas tellement de médecins qui voyaient ces patients. Ils étaient souvent envoyés d'un point de vue psychiatrique. Donc à l'époque, c'était l'étude Cochin. On les envoyait là-bas. On considérait que c'était psychosomatique. Voilà. Alors que nous, on avait démontré que non, et c'était des vrais malades. Et on a commencé à créer des cours de médecine environnementale. On a formé des médecins pour pouvoir voir ces patients. Le problème, c'était que c'est des consultations qui durent en moyenne 1h30. Donc les médecins n'étaient pas tous prêts à recevoir ces malades. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on touche un maximum de personnes. On va donc écrire un livre. On va essayer d'être le plus didactique possible, de couvrir le maximum de sujets. On a même du droit dedans pour expliquer vraiment toute la problématique. Et c'est vraiment complexe, le droit. On en parlera à la fin tout à l'heure. Oui. Voilà. Voilà, c'est toute l'histoire du livre. Alors, le professeur Dominique Belpomme est cancérologue. Moi, j'ai vu que le Centre international de recherche sur le cancer avait quand même déclaré, je crois que c'est en 2011, qu'il y avait peut-être des conséquences cancérigènes au champ électromagnétique. Donc oui. C'est quand même un peu reconnu, on va dire. Il me semble que l'OMS... C'était suite à l'étude Interphone, en fait, qui avait dit que, voilà, malgré les biais qu'il y avait dans l'étude, ouais. Il y avait quand même un possible lien entre... Non, mais c'est le mot peut-être. Voilà, c'est pour ça que c'est 2B. C'est le mot peut-être qui m'interpelle. Voilà. Bon. C'est comme l'OMS, certains cancers. Voilà.
certains cancers ou peut-être. Donc en fait, il n'y a pas de... Bon, pas. Très bien. Alors, cette question des ondes, ça aussi, je m'en rappelle quand j'étais encore en activité de mon travail de journaliste. J'avais couvert le Grenelle de l'environnement, le Grenelle des ondes qui a suivi le Grenelle de l'environnement. C'était en 2009, que je ne dise pas de bêtises, à Paris. C'était une démarche qui avait été initiée par le gouvernement de l'époque, avec notamment la secrétaire d'État au numérique qui s'appelait Nathalie Kosciusko-Morizet. Et je me souviens avoir suivi ça à Paris. Et ce Grenelle des ondes avait été lancé par l'État, par le gouvernement, parce qu'il y avait de plus en plus de plaintes de gens contre les antennes relais, qui se plaignaient de ça. Donc il y a eu ce Grenelle qui a été lancé, ce fameux Grenelle des ondes. Et les conclusions, j'ai retrouvé dans mes articles, parce que j'ai quand même pas mal d'archives, c'était ciblé en priorité sur les portables. Et le gouvernement, au final, avait réaffirmé que l'expertise internationale, l'hypothèse d'un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes relais de téléphones mobiles était non retenue. Voilà, ça c'était en 2009. Bien. Alors, nous sommes dans les entretiens de la biodiversité. On va parler de biodiversité. La biodiversité, c'est quoi? C'est le tissu vivant de notre planète. Donc nous en faisons partie, bien entendu, nous les mammifères. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le quatrième partie du bouquin, il y a quelque chose qui m'a bien interpellé, parce que cette quatrième partie a été assurée par le professeur Ledoy, qui est ici présent. Et je vous lis, ça commence comme ça. Ce qui de prime abord paraît évident, c'est que les plantes sont parmi les systèmes vivants les plus sensibles aux contraintes de l'environnement, car à la différence des animaux, à votre avis, leur immobilité, elles ne peuvent pas se sauver quand elles sont victimes de ce type de problème. Alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, parce que là vraiment on parle de biodiversité, ce chapitre, hein, et j'ai vu que vous aviez fait, professeur, un travail sur la tomate. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce travail sur la tomate? Oui, tout à fait. Pendant longtemps, d'ailleurs, parce que ça a duré 8 ans, ce travail-là, on disait, alors, et tes tomates, elles téléphonent toujours? C'était la blague qu'on me faisait. La tomate smartphone. Si mes tomates téléphonaient. Quoi. Ouais. Donc, en fait, le pourquoi de ça? Pourquoi les tomates? D'abord, c'est vrai qu'on travaillait sur notre matériel, nous, c'était le végétal. On travaillait sur le cancer aussi, mais sur les anticancéreux, produits par les végétaux. Donc, c'était une partie. Donc, on cherchait tous les stress. Et puis le deuxième point, je dois vous dire, qui était important, quand on a commencé notre travail, on disait encore, malgré les travaux de Hardel ou du professeur Santini, on disait encore qu'on n'était pas sûr que les rayonnements électromagnétiques interfèrent avec le vivant. C'est-à-dire qu'on disait, non, c'est neutre. Donc il fallait démontrer que, eh bien, il y avait un effet sur le vivant, c'est-à-dire au niveau de l'expression génétique, une expression de gènes. C'est-à-dire que ça modifiait l'ensemble. Donc, je ne vous dis pas comment on y est arrivé, mais simplement, nous, ce qu'on a considéré important, c'est qu'au niveau de la cellule, toute cellule est identique chez les eucaryotes, enfin chez nous. Je veux dire, entre les animaux et les végétaux, c'est les mêmes cellules. On travaille de la même façon. Les cellules travaillent, enfin, les noyaux, les gènes travaillent de la même façon. Donc, à partir du moment où on travaille, on prend un modèle végétal, on peut après éventuellement transférer, en vérifiant, extrapoler aux mammifères, puis à l'homme. Donc pour nous, ça ne pose aucun problème. Donc on a démarré cela avec une... Pourquoi les tomates? Parce que c'est un très bon modèle, comme vous l'avez dit, c'est un très bon modèle de sensibilité. La tomate est extrêmement sensible au traumatisme. C'est une plante... Quelle que soit la variété, parce qu'il y en a une... Oui, quelle que soit, elle peut brûler, blesser, tout. Et en plus, si vous voulez, du point de vue génétique, dans les années 2000, puisqu'on a commencé à travailler en 2002, son patrimoine génétique était assez bien connu. Et on disposait de nombreux mutants naturels avec qui existaient sur la façon dont la tomate avait son métabolisme, qui existait avec une collaboration qu'on avait aux États-Unis. Il y avait là-bas une Mutathèque, des génomes de plantes de tomates qui étaient là-bas, qui étaient accessibles. Donc ça, c'était important. Et le point aussi fondamental qu'il faut dire, c'est que les plantes, à la différence des humains, eh bien, elles n'ont pas d'état d'âme,
comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie psychosomatique chez elles. Oui, oui. Alors on leur parlera ça plus tard. Oui, oui. Mais a priori, je veux dire, on ne peut pas dire c'est psychosomatique. Surtout chez la tomate. Ouais, surtout chez la tomate. Donc, si vous voulez, ça, c'était le point fondamental. Le deuxième point, c'est que c'est une petite plante. Le plant de tomate est assez petit. Donc, on peut le mettre facilement dans une chambre de Faraday. Donc, on avait une immense, en fait, qui servait... Alors, je vais vous dire à quoi servait cette chambre réverbérante, un brassage de mode, donc de dernière technologie, à vérifier si les automobiles que l'on utilise, eh bien, le système n'interférait pas les uns avec les autres. Pas avec le conducteur, non, mais entre elles pour éviter qu'elles tombent en panne. D'accord. Je veux dire, ça servait à ça. Donc nous, on a dit, est-ce qu'on pourrait regarder quand même si sur le vivant, on ne peut pas faire quelque chose? Et ce qu'on leur a demandé, ça les a perturbés au début pour deux choses d'abord. On leur a dit, on voulait voir si les radiofréquences agissaient sur des êtres vivants sur la tomate. Ils ont regardé avec des yeux comme ça. Puis ensuite, on leur a demandé à la puissance du téléphone portable, c'est-à-dire entre 5 et 10 volts par mètre. Oui. Ce qui est, pour eux, il a fallu qu'on achète des appareils pour avoir des puissances aussi basses, des amplitudes aussi basses. Oui. Donc déjà, ils ont regardé. Et on leur a dit, deuxième point qui est important, si vraiment la tomate, le plant de tomate ressent ça comme un traumatisme, en 10 minutes, elle répond. Et alors? Et en 10 minutes, elle répondait. Elle répond comment? Elle répond en exprimant des gènes de défense, Oui. des inhibiteurs de protéase pour combattre les infections éventuelles. Ouais. Parce que quand une plante est traumatisée, ça veut dire qu'il y a une blessure, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture. Dans cette ouverture peut arriver soit des toxiques, des produits toxiques, soit des virus, soit des champignons. Donc elle perd ses défenses. Donc elle va déclencher immédiatement toutes ses défenses. Ah, c'est ça. Donc on a des marqueurs de traumatisme. Et donc la plante répondait exactement comme si on l'avait blessée, comme si on l'avait brûlée, comme si on l'avait mise au froid. C'est-à-dire un traumatisme normal. Donc on a mis 4 ans, parce qu'on a été financé pendant 5 ans, enfin 4 ans. Et puis on a travaillé 5 ans dessus. Je peux vous assurer, pendant 4 ans, on a refait la même expérience. On traumatisait les plantes le matin. On faisait une RT-PCR derrière, une PCR, pour voir l'expression des gènes. Le soir, on avait les résultats. Une manip par jour. Et on faisait la même manip pendant 4 ans. Alors, on changeait de paramètres. On les faisait en triplicat. Et c'était toujours avec les tomates ou avec d'autres Toujours types avec de les plantes? tomates, toujours. D'accord. On cherchait où est-ce qu'on peut... Parce qu'on a su très rapidement que si on allait sortir ça, on allait attaquer. Et en fait, on l'a été fortement. Le labo a été dissous. Ouais. Donc voilà, à la fin en 2008. Donc si vous voulez, on s'y attendait. Mais on est... Alors, je ne sais pas pour me vanter. Donc vous attendiez, en travaillant sur la tomate, sur ces questions-là, vous attendiez, à être Ah, totalement. On craignait. privé de crédit, etc. On craignait cela. Et on avait raison de craindre. Hein. Alors, bon, on en reparlera parlera après, tout à l'heure Mais simplement, ce qu'il faut dire, c'est que même encore à l'heure actuelle, quand je discute avec des médecins, ils ne comprennent pas qu'une plante, c'est un être vivant. Et pour eux, c'est encore un minéral pas en verre. Oui, c'est à peu près ça. C'est terrible, ça. C'est terrible, ça. Et ça, je vous assure, c'est pas faire de l'anthropocentrisme. C'est pas du tout ça. Hein. C'est réellement un être vivant. C'est réellement un être vivant. C'est un être vivant qui nous ressemble beaucoup. Une plante. Faut pas développer plus que ça. Le deuxième point que je vais surtout faire passer, c'est que ce qu'on va vous dire, il ne faut pas que ça soit anxiogène. Actuellement, la grosse critique, c'est de dire « faut pas travailler là-dessus, c'est anxiogène, ça va faire peur aux gens ». Faut pas. C'est pas anxiogène. Il faut être vigilant, il faut connaître les risques, et on est responsable, après tout. C'est à nous de savoir si on prend le risque ou pas. Mais il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les analyser. Et il faut connaître les causes, et non pas essayer de trouver des choses qui empêchent l'arrivée des ondes. Il faut savoir les causes de cela et éliminer les causes. Les fréquences, on ne sait pas quelle fréquence est bonne, quelle fréquence n'est pas bonne. On ne sait pas quelle amplitude est bonne, quelle amplitude. On ne sait pas si c'est tout ou rien. On ne sait pas si c'est un seuil. On ne sait pas comment les organismes répondent. Nous, à un moment donné, quand on a été viré, on s'est retrouvé à l'hydra, ne vous inquiétez pas. On a continué les autres thématiques qu'on avait dans le labo. Quand on a été viré, c'est quand on a commencé à dire, mais voyez ce qu'on va faire là maintenant, on a l'argent, on a les compétences de personnes qui peuvent travailler sur l'animal. On les a embauchés. On avait les marqueurs, essayer de voir, on a des marqueurs bien sûr typiques aux plantes, parce que c'est sûr que les plantes réagissaient, mais on a des marqueurs d'expression de gènes qu'on retrouve chez l'homme, qu'on retrouve dans les mammifères, qu'on retrouve chez les insectes, les mêmes gènes. Donc vous voulez savoir si ces gènes-là qui sont exprimés sous l'effet des radiofréquences chez les plantes étaient exprimés chez l'homme de la même façon ou chez l'animal.
Et ça, vous avez travaillé là-dessus, parce que j'ai aussi lu que vous avez beaucoup travaillé sur les abeilles. Alors, non, c'est pas moi qui C'est pas vous. Non, c'est pas moi. Non, mais il non. y a exactement la même incidence. Voilà, alors, alors le problème qu'il y a là-dessus, c'est notre aspect important, c'est le problème sociétal. Les sociétés animales vont réagir aussi à l'environnement électromagnétique. Ça, si vous voulez, c'est le dernier strate de l'évolution, c'est les organismes, puis ensuite c'est la société. C'est-à-dire les organismes entre eux qui créent un nouvel organisme, en fait, une nouvelle structure. Et c'est cette structure-là qui est alors vraiment impactée par les radiofréquences. D'accord. Donc les abeilles, si je comprends bien, entre les pesticides, la varroa, le frelon asiatique... Totalement. Mais on ne parle jamais des ondes. Non. Et il y a des synergies. Et il y a des synergies. Nous, là, on a vérifié qu'il y a des synergies. C'est-à-dire que vous mettez 2 polluants, et puis avec une radiofréquence et un autre polluant, et vous augmentez les réponses. Enfin, les réponses, les mauvaises réponses, les réponses de défense, quoi. D'accord. Et les impacts. J'ai vu aussi qu'en Espagne, il y avait eu des études qui avaient été faites sur la cigogne blanche. Oui. Ça nous interpelle. Oui. Parce que Dieu sait que c'est une espèce que j'aime beaucoup, la cigogne blanche. On avait fait un symposium ici, quand on avait relancé avec le biologiste Alfred Schirer, quand on avait créé cette idée de maintenir la cigogne blanche en captivité pendant 3 ans pour qu'elle perde son instinct migratoire, de manière à reformer les colonies. Les populations plutôt en Alsace et en Lorraine. Maintenant, on est sur une espèce qui est quasiment presque partout dans la région. On a plus de 600 couples en Moselle, rien qu'en Moselle. Et j'ai lu que la cigogne blanche, quand elle est à proximité d'une antenne relais, il n'y a pas de reproduction. Et il n'y a pas que la cigogne. Tous les oiseaux ont des problèmes. Alors, il y a des problèmes de comportement, premièrement. C'est-à-dire qu'elles sont capables... Allez-y. Alors, il y a 2 problèmes. Il y a le problème du comportement, c'est-à-dire que les radiofréquences, en fait... Ce que l'on sait actuellement, c'est qu'elles détectent, les oiseaux surtout, mais même tous les organismes, détectent surtout les champs magnétiques. Donc ça peut perturber la migration. Voilà, ça perturbe cela. Mais le champ électrique, parce que les radiofréquences, c'est un champ électromagnétique. Il y a une partie magnétique, on regarde surtout la partie électrique actuellement. Je dis, il faudrait bien regarder un petit peu la partie magnétique, ça serait important. Il y a quelques labos qui font ça. Mais d'un autre côté, il y a la partie électrique. Donc on sait que les oiseaux, ils évitent les antennes. Un exemple tout simple. Expérimental. C'est avec des rats de laboratoire. Ils testaient différentes amplitudes, des amplitudes très faibles, 1 volt par mètre, 2 volts par mètre, c'est des amplitudes très faibles, votre téléphone il descend à peu près à ce niveau-là. Et donc le jour où le rat n'est pas actif, il s'est actif la nuit, le jour, il dormait, eh bien les rats dormaient systématiquement dans l'espace où le rayonnement était le plus faible. C'est-à-dire qu'ils étaient sensibles à 1 volt par mètre. Quand ils étaient actifs, ils allaient à peu près n'importe où, ça ne les gênait pas, ce champ électromagnétique, mais ils étaient capables de détecter. Ce qui veut dire que des mammifères sont capables de détecter des champs très faibles. On les détecte, c'est bien, mais d'un autre côté, qui veut dire détection? Si jamais il y a un problème dans la détection, ça peut devenir maladif. Vous savez, c'est le problème de l'immunité. L'immunité, si vous pouvez devenir allergique, mais parce que simplement vous avez un système immunitaire qui fonctionne de trop, enfin une partie du système immunitaire. C'est la même chose pour tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a des seuils où... alors, je le dis un peu contre moi, parce que quand j'ai publié, j'ai dit qu'il y avait un seuil, parce que nous, on a vu un seuil. Mais maintenant, je commence à voir... C'était quoi le seuil? C'est-à-dire un seuil, c'est un tout ou rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous passez une amplitude, ça fonctionne, en dessous, ça ne fonctionne pas. Vous ne déclenchez pas, c'est l'interrupteur. Plus on-off. D'accord. Mais apparemment, d'autres laboratoires ont montré que c'est peut-être pas le cas. Alors, est-ce que c'est pas le cas sur certaines fréquences? Ça, par contre, je n'ai pas de réponse. Nous, on n'a pas vu cela. Mais d'un autre côté, là, dans le cas de ce laboratoire-là, qui est à Amiens, ils ont vu une réponse à des très faibles amplitudes. Quand vous avez travaillé sur les tomates, moi j'ai vu que c'était avec des fréquences de 900 MHz, c'était ça? Alors, donc 900 MHz, c'est quasiment un téléphone portable lambda. Alors voilà, exactement. Alors, au début, on avait le choix de la fréquence, parce qu'il n'y avait pas de travaux dessus. Et nous, ce qu'on tenait, je vais vous dire, c'est qu'on était les premiers à montrer qu'il y avait une relation directe entre un champ électromagnétique et l'expression de gènes dans une cellule. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un impact direct sur la programmation génétique. Oui. Les autres avaient montré qu'il se passait des choses, mais nous, on a montré réellement la causalité. Et de ce côté-là, on est inattaquable. On n'a jamais été attaqué pour ça. Hein. Il y a un médecin qui m'a dit, parce qu'on demandait de l'argent au ministère, et il m'a reçu, il m'a dit, ce que vous me dites là, scientifiquement, je ne peux pas être contre. Scientifiquement, je ne peux pas être contre. Quand vous entendez ça, vous vous dites, j'étais assis, je suis resté assis.
Mais ce qui est complètement fou dans tout ça, c'est qu'il y a quand même énormément d'études qui ont été faites. Mais bien sûr qu'il y en Que ce a. soit aux États-Unis, Bien sûr. j'ai cité l'Espagne sur la cigogne blanche, Mais bien il y a eu sûr. plein d'études de fait. Alors justement, le deuxième point, c'est le comportement. Le deuxième Ouais. point qui est important vis-à-vis des oiseaux, Ouais. et ça a été rapporté par des agriculteurs aussi depuis longtemps. C'est un impact sur les œufs et sur, d'abord, premièrement, la fertilité des œufs, deuxièmement, l'obtention des œufs, et puis troisièmement, l'embryogénèse. C'est un impact. Et depuis, je peux vous assurer que c'est valable pour tous les organismes. L'effet principal des radiofréquences, et on espère qu'un jour il y aura des projets de recherche là-dessus, c'est sur la fertilité mâle. Ils sont particulièrement sensibles, les testicules sont particulièrement, la spermatogénèse est particulièrement sensible. Chez les animaux, chez l'homme, chez les plantes, on n'a pas regardé. Hein. La côté pollen, on n'a pas regardé cela. Mais voilà. Ouais. Mais c'est particulièrement sensible. Et donc chez les oiseaux, ça sera une autre possibilité encore Alors ça, oui, ça c'est terrible, c'est parce que vous parliez ouais, on avait, nous les ornithologues, on avait beaucoup travaillé sur ce problème-là avec certaines espèces de prédateurs ornithophages, en particulier le faucon pèlerin. Oui. Puisque à cause du DDT, hein, tout à fait. Le fameux printemps silencieux de Rachel Carson, à cause du DDT, ces oiseaux-là, les femelles pondaient des œufs qui n'avaient pratiquement pas de coquille. Tout à fait. Donc là, vous rajoutez avec les ondes électromagnétiques. Il y a même la formation des gamètes. Il n'y a pas seulement l'embryogénèse, il y a la formation des gamètes. Ouais. Et chez les mammifères, il y a aussi un certain nombre d'articles de bonne qualité, je dis bien, qui rapportent des effets in utero, avec à la naissance des modifications du mammifère qui vient de naître. Bien. Et la problématique, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on met les antennes relais dans les clochers. Et justement, j'allais y venir, oui. Voilà. C'est fort juste. Mais pourtant, on met de plus en plus de... Bon, je reviens au pèlerin. Oui. On met de plus en plus de nichoirs dans les clochers pour le faucon pèlerin. Tout à fait. Et alors, même sur les tours... Même sur les tours de réfrigération, par exemple, de la centrale de Cattenom, on a mis un nichoir. Là. Donc, si vous me dites ça, ça voudrait dire qu'on pourrait constater, et pourtant, on ne l'a pas constaté. Alors, ça, c'est jusqu'à présent. Ça, c'est l'autre point. Alors, ce que vont vous dire ceux qui disent il n'y a pas de problème auprès des antennes parce qu'il y a un effet parapluie. En fait, cet effet parapluie, c'est tout simple pour vérifier. Prenez votre téléphone, vous allez sous l'antenne, ça marche aussi bien que si vous étiez à 300 mètres. C'est-à-dire qu'il y a quand même des rayonnements, des radiofréquences qui arrivent à ce niveau-là. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais c'est des radiofréquences très faibles. Mais on ne sait pas à quelle hauteur ça agit, à quelle amplitude ça agit. Ouais. Parce que vous comprenez bien l'argumentaire de tous ceux qui défendent évidemment le numérique, c'est de dire qu'il n'y a pas d'incidence puisqu'on ne le constate pas sur la majorité des cas. Voilà. C'est là-dessus que je veux revenir. Alors, moi, je n'ai pas, à ma connaissance, non, moi, j'ai pas lu de rapport faisant une étude exhaustive de cela. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre d'études là-dessus. Voilà, moi j'en ai pas vu. Enfin, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais j'essaye de faire ma biographie, j'en ai pas encore vu. D'accord. Alors, si vous avez l'occasion de regarder, ça serait intéressant de savoir ça. Ah oui, parce oui, que non, justement, ça correspond au fait qu'on a à côté de Tours, on a à côté de... Chez les hommes, là, actuellement, ils veulent pas reconnaître ça, les médecins, parce que c'est de l'épidémiologie. C'est vrai qu'il y a des facteurs confondants qui font un peu défaut, souvent. Bon, mais ils montrent que par rapport à la distance à une antenne, dans certaines régions, il y a un impact sur les humains sanitaires importants, qui sont différents en fonction du diamètre de la distance où on est de l'antenne. D'accord. Donc, si vous voulez, tout ça, il faudrait faire une étude. Le seul problème, c'est que c'est des études qui demandent beaucoup d'organismes, parce que c'est les statistiques, après c'est une étude statistique. C'est forcément affreux. Et le problème, c'est que si on n'a pas la taille suffisante, l'étude ne montrera rien. Oui. Oui, alors justement, juste une seconde. Le principe de ces entretiens, c'est que vous pouvez prendre la parole... Après. Non. Même pendant les interventions. C'est-à-dire, ce que vient de dire le professeur Ledoy, si vous avez des choses à lui poser comme question, faites-le maintenant. Parce qu'après, on va passer sur d'autres thématiques, vous comprenez ? Donc, sur cette thématique-là de la faune et de la flore, qui me paraît quand même assez pertinente, si vous avez des questions à poser, allez-y. Je vais vous poser une question. Les glioblastomes, les tumeurs à l'intérieur du cerveau. Ouais. Est-ce qu'on a pu mettre en évidence que des personnes exposées à des antennes relais pouvaient développer ce genre de tumeurs ? Alors, c'est une grosse discussion que j'ai avec des médecins actuellement, parce que j'ai fait des expertises là-dessus, dans un groupe. Je dirais pas. J'ai une position minoritaire.
j'ai lu les mêmes articles qu'eux, j'ai vu les mêmes résultats qu'eux, et je peux vous assurer qu'il y a des laboratoires, il y a des équipes médicales qui ont vu vraiment une différence au niveau de certains, notamment ipsilatéral aussi, par rapport au téléphone. Oui, c'est ça, c'est plus l'utilisation du téléphone que l'antenne. Voilà. C'est pour ça qu'on recommande de ne pas laisser les téléphones aux enfants. Voilà. Les enfants, ils ont tous des téléphones. Voilà. Ils regardent des vidéos. Voilà. Alors, ça, on en parlera après avec le professeur Cachard, justement, sur les droits, le principe de précaution, ce sera dans la dernière partie. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ça. Il y a réellement, pour ma part, je considère qu'il y a une relation. Allez-y, madame. J'ai une question aussi, c'est il y a deux personnes exposées pareil, il y a une qui va développer des symptômes, l'autre non. Oui. Ça arrive aussi. Mais c'est pareil quand vous êtes en contact d'une personne qui a la grippe, il y en a qui va le développer, puis l'autre ne va pas le développer. C'est pareil, hein. Ça dépend de la sensibilité. Voilà, la sensibilité. Peut-être un micro dans la salle, mais là. Ou alors Gérard Ledouard, répète la question parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait à la caméra qui ne peuvent pas entendre la question. D'accord. Oui, la question c'est de savoir le fait que certaines personnes, en utilisant le même téléphone, vont développer une réponse de sensibilité, enfin, des symptômes, et puis une autre personne, avec le même téléphone, ne va rien développer. Mais ça, c'est chacun, on est différents. On est différents. C'est ça qu'il faut dire. Le principe même du tabac, de personnes qui fument, ils ne vont pas tous faire un cancer. Un cancer, oui, absolument. Exactement. Oui, Yves. Oui, moi j'aimerais juste ajouter deux mots concernant le domaine de la nature. Oui. L'individu. Oui. Tiens, je te passe bien. Vas-y. Oui, je voudrais parler d'un domaine qui m'a beaucoup occupé pendant quand même quelques années, c'est ce qui se passe dans les mers, dans les océans. Les animaux marins, les plantes aussi, les algues, etc., mais les animaux marins sont soumis à des intensités d'ondes qui sont de plus en plus importantes. Alors il y a des ondes sonores, notamment développées par les militaires avec leurs sonars hyper puissants qui doivent envoyer des ondes sonores très très loin pour détecter les bateaux ennemis. Et il y a une pollution sonore qui est monstrueuse. Et puis d'autre part, il y a des ondes électromagnétiques également. Et en effet, on a parlé des oiseaux avec toi, les animaux marins, pour beaucoup d'entre eux, sont hypersensibles aux ondes électromagnétiques et utilisent les champs magnétiques terrestres pour leur migration. C'est le cas pour les baleines, c'est le cas pour les dauphins, c'est le cas pour les tortues, pour les saumons, enfin presque tous les animaux marins sont extrêmement perturbés par ces ondes électromagnétiques. Et donc les mers sont soumises à la fois à ces hyperpollutions sonores et des hyperpollutions électromagnétiques. Tout à fait. Je vous rejoins totalement, notamment, j'en ai pas parlé, mais c'est les câbles qui servent au transfert d'électricité, qui créent des champs électromagnétiques autour d'eux. Les câbles sous-marins, bien sûr. Les câbles sous-marins, oui, totalement. Hein. C'est tout à fait juste ça. Simplement, il y a une autre chose qui est importante dans l'eau, c'est que les ondes sonores, c'est pas le même type de vibration que les ondes électromagnétiques. Et elles se développent, elles vont plus loin que les radiofréquences, que les ondes électromagnétiques dans l'eau. Et simplement, les récepteurs ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas le même type d'onde, donc c'est peut-être pas nécessairement les mêmes récepteurs. Et c'est une chose à faire, c'est la même différence pour nous, hein, quand on a des rayonnements électromagnétiques ou quand on a des vibrations sonores de forte puissance, qui peuvent aussi avoir une atteinte. Mais ce n'est pas nécessairement les mêmes récepteurs. Donc c'est toute une analyse à faire, malheureusement, qui n'est pas développée. On y reviendra, je pense, par la suite. Alors le dernier point, c'est sur les migrations, vous avez raison, dans l'eau comme dans l'air, ça interfère avec les problèmes de migration. Et ça a été montré, il y a pas mal d'études qui ont été montrées. Ils mettent des champs électromagnétiques à la sortie, soit de papillons, soit d'oiseaux. Ils sont perturbés, puis ensuite, dès que le champ magnétique diminue, le papillon, les oiseaux, ils retrouvent facilement leur chemin. Oui. Mais s'il n'y a pas de zone blanche, qu'est-ce qu'on fait? Et ces fameux récepteurs, c'est les magnétosomes qui sont présents chez les insectes, chez tous les mammifères, les bactéries et chez l'homme aussi. Mais on n'a pas tous la même quantité de magnétosomes d'un individu à l'autre. Donc, je prends la conclusion de votre chapitre. Hein. Vous dites que les ondes électromagnétiques, donc ces ondes artificielles que nous avons créées, contribuent
à l'effondrement de la biodiversité, si je comprends bien. Enfin, je ne veux pas faire... comment? Parce que si on parle des insectes, par exemple, on a 80% des insectes volants qui ont disparu, mais ça c'est lié essentiellement aux pesticides, non? Oui. Alors, est-ce que ça se rajoute, si je comprends bien? Il y a une étude allemande qui dit justement que ça se rajoute, ça permet justement d'amplifier le phénomène, cette addition de la chimie avec la physique. C'est ça. Il y a des effets synergiques, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Oui, bien. Les éoliennes. On en parlera justement après de ça, parce que ça c'est prévu aussi. Ok, merci. Alors, Madame Bollinger, donc on a parlé de la faune, de la flore, la déclinaison maintenant sur nous les êtres humains. Hein. Je voudrais revenir sur Michel Rivasi. C'est une femme que j'appréciais beaucoup. Donc c'est une femme qui avait créé, eurodéputée, qui est décédée malheureusement il y a peu de temps, qui avait créé la CRIRAD, c'est la commission indépendante de recherche sur les problèmes comment dire, suite à Tchernobyl, les problèmes nucléaires. Et vous savez, le fameux nuage qui s'arrêtait à notre frontière. Et puis elle a créé aussi la CRIREN. Et par contre, je ne savais pas qu'elle avait créé cette association en 2014, Zone Blanche, dont vous êtes la chef de projet, pardon. Alors, vous recueillez, si j'ai bien compris, énormément de témoignages. Quand on a annoncé ces entretiens de la biodiversité et cette table ronde sur les ondes électromagnétiques, j'ai reçu moi-même des coups de téléphone sur mon portable, de gens du Nord notamment qui cherchaient désespérément des médecins pour essayer de les soigner. Et des gens qui étaient vraiment en très profonde détresse. Ça m'a même marqué, quelque part. Donc je voulais savoir, vous m'avez envoyé quelques témoignages, qui sont vraiment des témoignages très fort, quoi. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce qui se passe dans votre association, ce que vous recueillez? Est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça descend? Voilà. Alors, je vous remercie de nous accueillir sur cette table ronde. C'est super qu'on parle enfin des ondes, parce qu'on n'en parle tellement pas, tellement peu, jamais. Donc un grand merci à toute l'équipe, à l'Institut européen de l'écologie, de nous accueillir aujourd'hui. Notre association existe en 2012. Michel Rivasi, ancien eurodéputé, malheureusement décédé le 29 novembre dernier, rencontre 2 femmes qui sont allées se réfugier à Beaumugne, dans une grotte, dans le 05, dans les Hautes-Alpes. C'est quoi cette histoire? Elles vont vivre dans les grottes. Mais c'est des SDF? C'est quoi ces personnes? Non. C'est des personnes bien pensantes comme vous et moi, en chair et en os, qui n'ont pas du tout envie de vivre reculé, mais c'est le seul endroit où elles se trouvent bien dans leur corps, et c'est le seul endroit où elles arrêtent d'être agressées dans leur corps. Bon. Ces 2 femmes, donc Michel Rivasi rencontre des gens qui sont autour de ces personnes, et en 2014, elle crée l'association Zone Blanche. Association singulier, zone au pluriel, blanche au pluriel. À l'époque, 2012-2014, c'est atypique. Hein. Moi-même, j'habite à côté sur Luce-la-Croix-Haute, un bout de la Drôme dans le 26. On en entend parler. On dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment c'est possible? Enfin bref. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur quelques témoignages. Simplement vous dire que les effets existent, ils sont là, le terrain parle, et qu'on peut citer toutes les études qu'on veut, mais dans les faits, ça existe, et je vais vous le dire. J'ai choisi quelques témoignages de personnes pour vous expliquer un petit peu ce qu'elles vivent et vous donner une idée de ce que c'est, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les ondes et qu'on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, c'est très complexe. Et c'est très complexe. Ouais, c'est très vaste. Ouais. Philippe Tribaudot, électro-hypersensible, EHS, comme on les appelle, c'est l'acronyme, c'est le diminutif, c'est plus facile que dire électro-hypersensible, est également chimico-sensible. On a des personnes qui sont électro-hypersensibles, on a des personnes qui sont chimico-sensibles, et on a des personnes qui sont les deux à la fois, pour faire simple. Donc quand on est électro-hypersensible, on peut être sensible aux champs des basses fréquences qui sont globalement générés par les champs électriques. Et on peut être aussi également à des champs, sensible à des champs qui sont générés par des champs liés à toutes les nouvelles technologies, dont le téléphone sans fil, le Bluetooth, le four micro-ondes, enfin on en a plein dans notre environnement. Et quand on est également chimico-sensible, eh bien, votre parfum, votre après-rasage, votre teinture de cheveux, les vêtements que vous achetez, les gaz d'échappement,
toutes les odeurs qui ne dérangent pas les personnes quotidiennes, dérangent ces personnes et leur créent des souffrances ou des mal-être. Voilà, je vous fais simple. C'est vraiment une double peine alors. C'est double peine. On va voir. Alors, Philippe Tribaudot, électro-hypersensible, qui est conseil d'administration de l'association Zone Blanche, ancien professeur de technologie, vit depuis plus de 10 ans replié dans la forêt du Venson. C'est du côté de Sisteron. Il est papa d'une petite fille de 7 ans et il a une compagne qui est plus jeune que lui. Aujourd'hui, sa vie de famille, c'est je vais une fois par semaine à Sisteron pour prendre une douche et faire le plein d'eau, et je retourne sur mon campement parce que une fois qu'il a tenu 1 heure ou 2 à Sisteron, après il peut plus et il retourne dans son campement qui a encore un petit bout de zone blanche, voire grise aujourd'hui. 2023, association Zone Blanche avec Michel Rivasi, on arrive à décrocher on a 2 rendez-vous avec la préfecture de Digne pour essayer de trouver une solution, parce que Philippe habite dans un coin de forêt, il habite une zone forestière dans l'illégalité. Et donc, l'ONF demande à ce qu'il parte. Il ne peut pas rester là en bordure de rivière. Donc, on arrive avec notre association à avoir 2 rendez-vous. Un en juillet, en septembre, qui vont aboutir à la conclusion que monsieur le préfet, monsieur Chapuis, nous dira... On va bien trouver encore des zones blanches, il en existe encore. On est content parce que monsieur le préfet entend la problématique. Donc ça, c'est chouette, enfin, on nous écoute. Et on va vous trouver des zones blanches. Bon, avec ces services, courant septembre 2023, il nous propose 2 zones sur le secteur. Et il propose qu'avec les membres, le collectif qui soutient monsieur Tribaudot, association Zone Blanche et puis ses services, il y a une concertation pour trouver des zones blanches. Résultat de cette concertation, finalement, ce ne sont pas des zones blanches parce qu'il n'y a pas que les antennes, il y a aussi les champs électriques, les lignes électriques qui posent des problèmes. Et quand vous êtes extrêmement électro-hypersensible, vous ne tenez pas. Donc, il faut aussi comprendre ce qui se passe. Et il y a une connaissance à avoir sur ce syndrome pour aller chercher des zones qui vont correspondre aux personnes. 2023, notre présidente décède. Fin décembre 2023, fin des discussions. Je ne sais pas si c'est corrélé au décès de Michel, mais en tout cas, la préfecture annonce la mise en service de l'antenne qui va impacter le lieu de vie de M. Tribaudot. 22 février, il gagne la reconnaissance judiciaire avec le tribunal de Digne-les-Bains qui a débouté l'ONF de l'expulsion en raison du droit de vie en zone blanche. Depuis, l'ONF a fait appel du jugement. Monsieur Tribaudot a fait ce qu'on appelle un recours au droit au logement, qu'on appelle le DALO, pour obtenir une proposition de logement adaptée à sa situation. Sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Marseille. Et aujourd'hui, il est dans l'optique de déposer un dossier auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on appelle le CEDH. Mais avant de déposer un dossier au niveau de la Cour des droits de l'homme européenne, il faut d'abord avoir épuré toutes les solutions juridiques en France. Je pense qu'on a un homme de droit ici qui pourra parler après. Et dernièrement, M. Tribaudot a appris par un article de presse que la mise en service de l'antenne doit se faire en juillet. Agnès est dans je peux juste rajouter un point par M. Tribaudot. Il a le courage il nous a contacté également pour pouvoir faire réaliser les biomarqueurs qu'on a développés pour montrer que, encore une fois, c'est pas psychosomatique, qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, il a fait une première étape, là, les dosages ont été réalisés, et il a le courage de se dire, je vais me faire, entre guillemets, c'est son expression, griller, pour prouver que ma pathologie existe. Donc, une fois que l'antenne sera mise en place, il va rester sur le terrain, et il va refaire les biomarqueurs pour montrer qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a un problème. Voilà. Sauf qu'il n'a vraiment pas envie de le faire au fond de lui, parce que franchement, c'est l'enfer. Il a quel âge, Philippe? Entre 50 et 60. Ou peut-être un peu plus. Une soixantaine d'années. Ouais. Agnès, dans le Finistère. Agnès, elle vit chez elle. C'est un ancien professeur de dessin. Et elle essaye de vivre normalement avec les ondes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aime bien l'ordinateur, elle aime bien vivre comme vous et moi. Son ordinateur fonctionne connecté en filaire avec une très bonne prise de terre. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle est aussi connectée en filaire de façon à ce que ça ne génère pas d'effet de ressenti sur son corps. Et elle pratique ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une hygiène électromagnétique à domicile. Donc, tout est câblé, voilà. Mais elle essaye de vivre globalement du mieux possible. Mmh. Sauf que quand elle sort,
C'est impossible à tenir. Donc elle, sa solution, ça a été de créer un vêtement de protection blindé. Elle a créé un blindage électromagnétique, c'est-à-dire qu'elle s'habille des pieds à la tête avec un espèce de tissu en fil d'argent pour pouvoir aller faire ses courses normalement. Alors vous imaginez, vous allez au Super U et vous croisez quelqu'un comme ça. Vous allez dire, mais celle-là... Ouais. Et donc, elle a été plus loin, elle a mis un écriteau sur son costume, elle a mis électro-hypersensible. Donc déjà, c'est mieux, parce que ça interpelle les gens. Et puis, comme c'est quelqu'un qui communique pas mal, elle a créé un petit document pour expliquer aux gens. Parce que sinon, on dit, c'est quoi cette personne, enfin, vous imaginez ? Et elle nous dit qu'en cas d'urgence, 3 épaisseurs de survie, de couverture de survie peuvent l'aider. Aujourd'hui, elle est dans l'angoisse terrible parce que les ondes sont en train d'augmenter énormément en Bretagne, là où elle vit. Et elle vit une angoisse terrible parce qu'il va y avoir la fête des charrues qui rassemble des milliers de personnes. Et quand il y a la fête des charrues, il y a énormément de monde. Qui dit énormément de monde, dit énormément de téléphones portables, plus toute la technologie qui va avec pour faire les concerts, etc. Oui, donc si je comprends bien, on était avec tous les festivals. Récession de confort terrible, et puis là, jusqu'à maintenant, elle tenait chez elle, et là, elle est en train, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'elle est en train de créer une espèce de conteneur, de cage de Faraday, en cours de construction, pour pouvoir tenir cet été, aller se mettre à l'intérieur et pour pouvoir tenir sur place cet été. Virginie, ingénieure agronome de formation. J'ai pas fait exprès, je suis à chaque fois je suis sur le milieu enseignant, mais c'est comme ça. Virginie... Elle enseignait l'agronomie et l'hydrologie en établissement agricole. 20 ans d'errance médicale et sociale. Femme électro-hypersensible, région Hauts-de-France. Juin 2023. Elle, ses symptômes commencent en 2002. Elle comprend ce qui lui arrive en 2012. Elle réalise 2 dossiers auprès d'une maison du handicap avant d'obtenir une reconnaissance de qualité travailleur handicapé, ce qu'on appelle la RQTH. Ses souffrances l'obligent à vendre sa maison, qui a été écologiquement conçue en 2020. Avec l'augmentation des ondes, elle dort dans sa voiture la plupart du temps en forêt. Et elle attend depuis 2021 le guide de bonne pratique, comme annoncé par le ministère de la Santé. Elle nous dit que le confinement fut une période très compliquée pour elle, comme pour tous les EHS. Le point positif était qu'elle pouvait se promener en forêt, où elle était quasiment seule. Le point négatif, c'est que ses voisins, parents, enfants, restaient perpétuellement chez eux. Télétravail, cours à domicile. Qui dit télétravail dit souvent du Wi-Fi, etc., du téléphone, etc., puisque les gens ne savent pas. Aujourd'hui, elle a besoin de soins dentaires, mais le milieu hospitalier est inenvisageable, inaccessible. Elle cherche désespérément depuis plusieurs années un lieu de vie épargné des rayonnements électromagnétiques. Je voulais juste revenir, l'exemple que vous venez de citer là, il me semble que dans le cadre de votre association, Michel Rivasi voulait qu'il se crée une zone blanche avec un centre médical, nous sommes d'accord, avec aussi un centre de recherche, pour pouvoir montrer que c'est la réalité de ces choses-là. Docteur Rafalovic, vous êtes médecin généraliste et vous êtes vous-même vous êtes frappé par ça. Oui. Ce que je voulais savoir, moi, c'est une chose très simple qui nous concerne tous. Ça touche qui et comment ? Ça survient comment ? Est-ce que ça touche tout le monde ? Est-ce que ça touche les enfants, les personnes plus âgées ? Je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, ça. Vous voyez le type de syndrome qui arrive, quoi. Comment on chope ça ? Comment on devient EHS ? Merci de nous donner la parole. Bonjour à tous, et y compris ceux qui ne sont pas là et qui sont à distance, grâce aux technologies... Oui. 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 Excusez-moi, mais bon. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, je dis un tout petit mot sur numérique, parce que numérique, c'est un mot valise où il y a beaucoup de choses. J'ai posé la question aux techniciens qui ont posé ce matériel. Comment ça se fait que toutes ces caméras et ces micros ont des fils ? Et pourtant, quand je prends mon appareil, il y a une pollution électromagnétique énorme. Il y a 6 volts par mètre là-bas et à peu près 2 volts par mètre ici. Ce qui est peu pour pour Gérard Ledoy, mais qui pour certains électrosensibles est complètement beaucoup trop. Eh bien, parce qu'ils n'ont pas du tout intégré la question dans leur façon de travailler. C'est-à-dire qu'il y a un déni total de savoir que
le numérique, il y a au moins 2 choses dans cette valise. Ouais. Il y a un grand progrès pour la société, qui moi j'ai trouvé extraordinaire, c'est d'avoir l'Internet pour tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à la bibliothèque internationale de toutes les connaissances, c'est formidable. Mais il y a aussi que on vous vend avec le fait que ça passe plus par les fils, que ça passe dans l'air. Ouais. Et vous ne le voyez pas passer dans l'air. Et pourtant, si vous prenez un appareil comme ça, vous vous rendez compte que, vous dites que c'est pas beaucoup un vol par mètre, mais avant que ces technologies n'existent, c'était des milliards de fois plus bas. C'est-à-dire que le rayonnement solaire fait quelque chose qui est peut-être 1 milliard de fois plus bas que ce qu'il y a actuellement, et la nuit, c'est peut-être 1000 milliards de fois plus bas que ce qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que toute la vie s'est développée dans une ambiance électromagnétique qui était, où ces ondes étaient pratiquement absentes. Alors, la vie s'adapte, hein, heureusement, les organismes vivants. Bon, alors, je reviens à la question, excusez-moi. Quelle est la question que vous m'avez posée? Comment ça se déclenche? Oui. Comment ça se déclenche, tout simplement? Parce que je crois qu'on n'est pas avec ce type de problème. C'est un peu le vase qui se remplit et qui déborde à un certain moment. C'est ça. Les ondes interviennent au moins à 2 moments dans la... Je vais même mettre 5 étapes. Mais bon, les ondes sont souvent dans les facteurs qui ont rempli le vase avant qu'il ne déborde. Mais avec plein d'autres choses, d'autres traumatismes de la vie, les pollutions chimiques, la mauvaise alimentation, je ne sais pas, beaucoup de traumatismes s'accumulent. Et à un certain moment, le corps dit « c'est trop, stop, arrêtez, va te mettre à l'abri parce que là, je supporte plus ». Et les gens tombent souvent, ça arrive encore plus aux hommes qu'aux femmes, hein, de tout va bien, tout est normal, je suis inséré dans la société, à mais là, je vais plus pouvoir habiter dans ma maison, je vais plus pouvoir utiliser ma voiture, je vais plus pouvoir aller au travail, je vais plus pouvoir rentrer dans un magasin, je vais plus pouvoir... Et toute la vie sociale s'écroule souvent d'un seul coup. Et on a dans cette période-là, qui est la première période de l'électro-hypersensibilité, une désocialisation majeure, oui. Un syndrome anxieux qui est terrible, et même des suicides. Oui. Et c'est là qu'on essaye d'intervenir au niveau association, parce que ce premier traumatisme, si vous tombez sur des gens qui vous disent « mais non, mais t'en fais pas, c'est déjà arrivé à d'autres, ils ont survécu, etc. » En général, au bout d'un certain nombre d'années, ça peut aller mieux. Et ben, déjà, ils peuvent se raccrocher à quelque chose et éviter ce premier écueil. Alors justement, vous venez de dire à l'instant, au bout d'un certain nombre d'années, ça peut aller mieux, c'est vrai? J'en suis l'exemple vivant. J'ai été, dans les années 90, ouais. J'étais donc médecin généraliste, je faisais des urgences, j'avais les premières machines, ouais. Les radios, les premiers téléphones portables, on était très contents, on les collait à l'oreille. Et je m'étais équipé d'un DECT à la maison. Le DECT, c'est le téléphone, vous savez, qui se raccroche sur sa base. Ouais. Alors celui-là, essayez de trouver dans les réglages, hein, on peut le régler de telle façon que quand on le raccroche, il arrête d'émettre. Mais si on ne fait pas le bon réglage, vous le raccrochez et vous avez une antenne relais dans votre domicile. Oui, je vois. Bon. J'avais aussi une antenne relais qui était un peu implantée juste à côté de mon domicile. Et pendant un moment, j'ai été très mal. Mais j'ai réussi à quand même... J'étais pas très atteint et j'ai quand même pu continuer à travailler en prenant des mesures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le stade 2 de l'électro-hypersensibilité. Stade 1, vous êtes peu gêné, c'est-à-dire vous arrivez à garder une vie sociale. Stade 2, il faut faire des adaptations pour pouvoir continuer une vie sociale, c'est-à-dire se faire une cage de Faraday, se faire des habits spéciaux, se mettre des pancartes pour que les gens autour de nous éteignent les téléphones quand ils s'approchent, etc. Et stade 3, eh ben, c'est ceux que vous ne voyez pas. C'est ceux dont on a parlé, c'est ceux qui sont cachés dans des grottes, dans des caves, dans des fonds de forêt, et que nous, on va voir, il faut qu'on se déplace pour aller leur rendre visite, ou alors ils ont des pères aidants, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils ont des personnes qui font pour eux les démarches administratives, qui leur font leurs courses, etc., parce qu'ils sont complètement handicapés par cette hypersensibilité. Où est-ce que j'en suis ?
Donc en fait, ils sont automatiquement rejetés par la société, qu'on le veuille. Les gens ne comprennent pas. Hein. Les gens ne comprennent pas. Justement, si on peut passer quelques messages qui vous permettent d'être moins nocifs pour eux, quoi. C'est-à-dire, par exemple, prenez l'habitude de mettre votre téléphone en mode avion, ou quand vous en servez pas. Les médecins, on demande aux médecins de ne pas avoir le DECT qui est posé sur leur bureau, parce que sinon les électrosensibles ne peuvent pas aller consulter. Toutes les administrations, ils ne peuvent plus rentrer dans un bureau. Mais ça ne serait pas compliqué puisqu'on a déjà les fils. D'un point de vue technique, ça ne serait pas grand-chose. L'obstacle, il est plus qu'il y a un tel déni dans la société que cette pollution existe que les gens n'en prennent pas conscience et ne prennent pas les mesures qui permettraient de diminuer cette pollution. Donc si je comprends bien, dans la société, c'est une explication psychologique. C'est pas une explication médicale purement simplement. Parce que je voulais revenir sur l'histoire. Est-ce que c'est considéré comme une pathologie, le HS? Alors, oui. Sur la pathologie. Oui, alors, c'est considéré comme une pathologie, mais c'est un discours qui est fait exprès pour qu'on ne comprenne rien. En même temps qu'ils vous disent que la pathologie existe, on vous dit, mais le lien n'est pas établi entre la pathologie et l'exposition aux ondes. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont bien gentils, il faut bien s'en occuper, il faut les recevoir, il faut les... mais ce que vous avez, ce que vous croyez avoir, c'est dans votre tête. Donc, ça c'est terrible. Parce que dans ce qu'on appelle le syndrome traumatique, il y a un premier traumatisme. Par exemple, vous prenez un coup de poing dans la figure, vous avez un bleu, ça vous fait mal, ça c'est le traumatisme numéro 1. Vous avez ensuite le deuxième traumatisme, qui est le rappel du traumatisme. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez pris un coup de poing dans la tête, dès que vous voyez quelqu'un un peu costaud et qui serre les poings comme ça, vous dites « oulala, il va me frapper celui-là », et donc vous avez la peur que ça recommence. Et après, vous avez le troisième traumatisme. C'est que quand vous dites à quelqu'un, vous savez, moi, si j'ai peur, c'est parce que j'ai... Non, ce que tu as, ça n'existe pas. C'est pas possible, je te crois pas. Et ça fait encore plus mal. Et c'est ce troisième traumatisme qu'on essaye déjà de... C'est là qu'intervient ce rejet. Et en fait, il y a deux aspects. Il y a à la fois les souffrances physiques et les souffrances psychologiques. On a beaucoup évoqué les souffrances psychologiques. Il faudrait quand même que tu nous parles des souffrances physiques. C'est important, on n'a pas dit les souffrances physiques. Quelles étaient les souffrances physiques ? Alors, quels sont les symptômes ? Il y en a tellement. Ça touche tous les organes. C'est un poison un petit peu universel. Comme vous avez des remèdes universels, vous avez des poisons universels. Ça agit à tous les niveaux, au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau des cellules, des populations, des animaux. Mais quand même, il y a des symptômes assez caractéristiques. Par exemple, le mal de tête, qui n'est pas tout à fait une migraine, c'est un mal de tête avec des contractions musculaires qui sont plutôt dans les trapèzes, qui sont derrière, et puis avec un brouillard mental, et puis avec des acouphènes. Des acouphènes, c'est des sons qu'on entend et que les autres n'entendent pas, qui sont des vibrations qu'on entend dans les oreilles. Et puis il y a une grande fatigue, une fatigue anormale, une fatigue, dès le réveil on est fatigué, on ne comprend pas, pendant la nuit on ne récupère pas. Et puis le cœur est atteint, les gens se mettent à avoir le cœur qui tape vite comme ça, sans comprendre pourquoi, des crises de tachycardie. Et puis il y a beaucoup de symptômes sur le système nerveux autonome. Vous savez, le système nerveux, on a le système nerveux central, le cerveau, donc lui il est embrouillé. Il y a des gens qui n'arrivent plus à parler, qui n'arrivent plus à se souvenir, qui n'arrivent plus à retrouver les mots, quand ils sont irradiés. Et puis tout d'un coup, on les met à l'abri et 20 minutes après, ça y est, ils redeviennent, ils reparlent normalement. Voilà. Et puis il y a le système nerveux végétatif, c'est celui qui s'occupe de la circulation, de la dilatation des vaisseaux, du tonus musculaire, etc. Et celui-là aussi est très touché. Alors il y a des gens qui, par exemple, perdent tout tonus musculaire, ou ont des contractions, des mouvements anormaux. Une personne qui m'a appelé avant-hier, me parlait de problèmes digestifs aussi. Alors, le microbiote, bien sûr, on a dit, les cellules prokaryotes se défendent encore moins bien contre les champs électromagnétiques. Et donc, comme on n'est pas que de l'ADN humain, vous savez qu'on est
on a plus de biodiversité dans l'intestin qu'on a de diversité dans nos cellules humaines. Et le microbiote intestinal est affecté. Donc les gens arrivent aussi dans une maladie qui maintenant est un peu commune, hein, c'est plus que les EHS, il y a beaucoup d'autres pathologies qui aboutissent à ça, à une dysbiose intestinale, c'est-à-dire que les aliments sont plus absorbés correctement, l'intestin se ballonne, il y a des bactéries qui remontent dans l'intestin grêle, enfin bon, il y a tout un tas de dysfonctionnements digestifs qui viennent aggraver la pathologie. D'accord, ok. Je voulais, Madame Mais Bolin, ils ont aussi des lésions cutanées, des trucs qui ne sont pas uniquement subjectifs. Il y a des symptômes qu'on peut voir directement. Par exemple, la nièce dont je vous parlais tout à l'heure, je lui dis, mais ça te fait quoi les ondes? Elle me disait, mais quand ça augmente comme ça me serre comme un étau dans la tête et je deviens dingue. J'ai plus qu'une envie, je fais peur à mon mari, j'ai plus qu'une envie, c'est de m'enfuir, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens en train de dormir dans leur voiture, en train de chercher des lieux en forêt, en train de chercher des lieux de vie, en train de chercher à exister, leur existence. De caravanes blindées, c'est ça? Oui, on a des trucs de fou avec l'électro-hypersensibilité. Est-ce qu'on peut... Je vais peut-être poser une question un peu stupide, mais est-ce qu'on a une évaluation de la population de ces gens? Merci de poser cette question. Donc, on n'est pas stupide. En mars 2018, l'ANSES sort un rapport sur les radiofréquences et santé et évalue la prévalence de l'ordre de 5% de la population touchée. Française. Française, soit 3,5 millions de Français potentiellement touchés. Ah oui? Oui. Alors, par rapport à la reconnaissance, l'ANSES reconnaît les souffrances, reconnaît la réalité du terrain vécu par les personnes, mais c'est ce fameux lien de causalité qui bloque les choses. Voilà. Et ce fameux lien de causalité qu'on nous renvoie systématiquement dans la figure... C'est ce que dit l'ANSES, systématiquement. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller cocher les cases de l'électro-hypersensibilité. C'est parce qu'il se base uniquement sur des études de provocation qui sont mal faites. La maladie n'a pas été bien caractérisée à la base, donc on ne sait pas si les gens sont vraiment EHS ou pas. En plus, nous, on a montré dans une cohorte de plus de 2008 cas que 25% des EHS sont également atteints de MCS, donc syndrome de sensibilité. Donc la double peine. Donc effectivement, si on expose une personne qui est à la fois EHS et MCS ou pas à une onde, mais qui a un produit à côté, alors elle va réagir. Et de même, la réaction d'un EHS n'est pas immédiate. Et on leur demande, on les met comme ça, on allume le téléphone, en gros, c'est ça le test de provocation, on leur demande s'ils sentent quelque chose ou pas. Alors, nous, on a observé sur le terrain que vous avez des personnes... Ça se passe comme ça. Pour schématiser, oui, ça se passe comme ça. On a des personnes qui réagissent au quart de tour, c'est-à-dire que moi, dans certaines assemblées avec des personnes électro-hypersensibles... Elles ne peuvent pas venir... t'as pas éteint ton portable. Il y a un portable. Il y a un portable d'allumé. Qui c'est qui a un portable allumé? Vous pouvez être sûr qu'il y a un portable allumé. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Non, mais je veux dire que la personne le ressent directement. C'est des sensibilités hors du commun. Donc quand vous parlez de ces questions-là, qui sont quand même des questions très, très importantes, si dans la salle il y a des gens comme ça, il faut mettre... là, carrément, est-ce qu'il y a une personne électro-hypersensible dans la salle? Une question à poser, parce qu'on ne sait pas, mais... Et après, elle ne pourrait pas tenir a priori, sauf si elle est de stade 1 ou 2. Après, nous, on avait fait des tests un essai de faisabilité, de tests de provocation. Justement, on avait bien évalué les patients avant et on mesurait l'évolution des marqueurs. Et on voyait que certaines personnes, ça mettaient 1 heure, 2 heures. Ça dépend vraiment des patients. C'est ce que je voulais dire. Quand je vous ai parlé de l'histoire des grottes à Saint-Julien-en-Beauchêne, moi qui habitais sur le secteur, j'ai entendu des gens dire moi je suis allée les voir, elles n'ont rien senti, j'avais mon téléphone. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne forcément. C'est-à-dire que le corps, soit il réagit comme la tomate au bout de 10 minutes, soit il réagit un jour après. Voilà. Et ça va varier d'une personne à une autre parce qu'on a tous notre sensibilité propre. Donc il y a plein de schémas différents. C'est là que c'est complexe. C'est multisystème. Et ce que je voulais vous dire, Patrice, qui me paraît hyper important, je vous ai cité 3 cas tout à l'heure, mais on a des cas sur tout le territoire français, sur tout le département. Et ceux qui connaissent le mieux les personnes électro-hypersensibles sont souvent les agents ONF, parce que c'est eux qui vont rencontrer les gens camouflés sur le territoire, sur le terrain, etc. Et ce que je voulais aussi vous faire passer comme message, c'est que le schéma se reproduit dans tous les pays.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement franco-français. Non, il y en a. Il y a des personnes électro-hypersensibles dans tous les pays européens, certainement dans tout. Je sais qu'il y a une association au Canada et puis dans d'autres pays, et on est aussi en relation avec d'autres associations européennes. Et je voulais revenir sur l'idée que Michel avait développée de créer une zone blanche. Vous savez ce qu'on avait dit là, avec un centre et hôpital et centre pôle de recherche. Alors, ça me paraissait quand même très bonne idée. C'était un gros travail qu'on a conduit en fait sur Saint-Julien-Beauchesne. Il y a un endroit qui s'appelle la Chantreuse de Turbon. Vous pouvez situer où c'est à peu près? C'est dans le 05, c'est les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes, d'accord. Direction Grenoble, direction Sisteron, les Hautes-Alpes. Voilà. Eh bien, c'est un endroit, le domaine de Durbon, qui est enclavé dans la montagne avec 2 plateaux. On est en zone Natura 2000, on est en zone très protégée. Et ben, on protège les espèces. Moi, je veux vous dire qu'il est temps de protéger aussi l'espèce humaine et de faire attention à ça. Et donc, c'est un lieu qui était propice à la mise en place d'un lieu d'accueil médico-social, justement, pour accueillir ces personnes en zone blanche, et puis pour créer un centre de recherche sur cette thématique des ondes. On a travaillé dessus pendant plus de 3 ans avec une équipe, avec un bailleur social qui s'appelle Solia Provence. Et puis on a déterminé, on est arrivé à des budgets très importants pour réaliser des logements, enfin un lieu d'accueil adapté. On était autour de 13 à 15 millions d'euros. Ensuite, on a révisé à la baisse parce qu'on ne pouvait pas avoir ces prix. Et puis le projet a capoté. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à des coûts trop importants. Et surtout, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance. Parce qu'on n'a pas à gagner sur l'ancrage local. On avait un maire qui était opposé au projet, qui croit toujours pas à l'électro-hypersensibilité, en fait, qui croit pas que ça existe, quoi. Et on n'a pas gagné l'ancrage avec les élus locaux, on n'a pas arrivé à convaincre, et puis c'est quand même un domaine qui demande des aménagements pour y accéder, des coûts importants. Donc si vous n'avez pas l'adhésion, parce que le projet de Michel, c'était de travailler avec les instances publiques. Oui, on voulait pas faire un truc tout seul, on voulait faire quelque chose en collaboration avec, avec les acteurs locaux, quelque chose qui ait du sens, qui soit cohérent sur le territoire. Donc voilà, le projet a capoté. Et aujourd'hui, association Zone Blanche, on est en train de chercher des zones blanches. Créez-nous des zones blanches ou laissez-nous des zones blanches. Mais est-ce que vous imaginez, j'aimerais faire une expérience, imaginez tous les gens qui sont dans cette salle, vous imaginez que d'un seul coup, vous avez très mal à la tête. Très mal à la tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est les ondes. Vous rentrez chez vous, vous avez toujours mal à la tête. Et puis, vous apercevez que ça va mieux quand vous êtes dans la voiture dans une forêt. Mettez-vous à la place de ces personnes qui n'ont pas aujourd'hui de coin, de lieu pour vivre sur notre planète. Mais c'est l'enfer. Donc, il y a une injustice terrible, il y a une colère terrible, c'est en train de monter. Et puis, les ondes continuent d'augmenter. 2, 3, 4, 5G, 6G. On va en parler après. Je voudrais revenir sur le problème de la reconnaissance. En 2018, le rapport de l'ANSES, l'ANSES préconise de reproduire nos études à nous. Et voilà, ça n'a jamais été fait. L'ANSES finance des projets, mais des projets qui vont n'aboutir à rien. Alors que depuis 2018, il y a cette demande de reproduire nos études. Mon opinion, c'est qu'il y a largement assez d'études dans la littérature scientifique pour être absolument convaincu que c'est un problème et qu'il faut changer. Que c'est un vrai problème, tout à fait. Et le discours qui consiste à dire il faut refaire des études, c'est pour retarder les décisions politiques. Classique, c'est très souvent comme ça dans le pays. Voilà. En fait, c'est un blocage politique, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir technoscientifique qui est vent debout contre cette reconnaissance, qui distille dans la population le déni, et ils savent très bien influencer l'opinion publique. Ça, d'un point de vue scientifique, ça fait plus d'un siècle qu'on sait agir sur les opinions publiques pour qu'elles soient modelées à ce qui convient pour développer les techniques qu'on a envie de développer. Et voilà, en fait, le renversement de situation ne peut venir que d'une population qui prend conscience et qui force ses dirigeants à changer de comportement. Alors, bon, en 2004, il existait quand même quelque chose, la Charte de l'environnement, qui a quand même initié le principe de précaution, nous sommes bien d'accord. Alors là, je me tourne, le professeur Cachard. Ce fameux principe de précaution, il existe. Donc, qui dit principe de précaution, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, normalement, en droit, on devrait pouvoir se protéger de ce genre de situation. Et ce n'est pas le cas.
Alors, je voudrais apporter quelques précisions, mais tout d'abord vous remercier de votre invitation, vous dire le plaisir que j'ai à être ici, à retrouver certains collègues que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Donc d'abord, dire le plaisir que j'ai d'être là. On doit d'abord distinguer, je crois que ça doit être très important, la précaution et la prévention. Oui. Chez les juristes, ce n'est pas la même chose. La prévention vise à prévenir un risque connu dont on mesure bien tous les paramètres, alors que la précaution est précisément là lorsqu'il y a une marge d'incertitude scientifique ou une marge d'incertitude. Et donc, le principe de précaution sert justement à appréhender ces situations où de nouveaux risques apparaissent et où ils ne sont pas complètement appréhendés. Alors, vous avez raison, ce principe de précaution, il a valeur constitutionnelle. Tout à fait. Donc, si on regarde l'ordre juridique comme une pyramide, c'est la norme la plus élevée. Et ce principe de précaution s'impose à tous. Alors, ça n'était pas gagné, parce que certains ont, au tout début, défendu l'idée que le principe de précaution s'imposait seulement à l'État et aux entités publiques, et qu'il ne s'imposait pas aux personnes privées. Donc aux particuliers. Absolument. Donc aux sociétés commerciales. Absolument. Alors, ça n'est pas exact. Ça n'est pas exact du tout, parce qu'aujourd'hui, la jurisprudence civile reconnaît le principe de précaution et reconnaît une forme d'horizontalité du principe de précaution. Donc cela pourrait nous rendre, d'une certaine façon, assez optimistes au plan des principes. Après, ce qui devient compliqué, c'est, pour le dire simplement, la complexification du monde. J'aurais voulu dire un mot là-dessus, parce que je pense que c'est important aussi pour comprendre le droit et la science. Alors, à l'université, on se rend bien compte que le monde est complexe, puisque toutes les disciplines du savoir sont fractionnées en sections CNU, sous-sections, et que les zones d'expertise se réduisent à des champs très très particuliers. C'est vrai en médecine, c'est vrai dans les sciences du vivant, c'est vrai en droit aussi. Alors, je vais rentrer maintenant dans le monde du droit. Dans le monde du droit, on a des autorités. Mais ces autorités obéissent à une sorte de principe de spécialité que les spécialistes de droit public appellent le principe d'indépendance, c'est-à-dire chaque autorité a les contrôles qu'elle doit opérer et son domaine d'intervention. La police, alors on appelle ça la police, ça n'a rien à voir avec la police, mais la police de l'environnement appartient à certaines autorités, la police de l'urbanisme appartient à d'autres autorités, la police des ondes appartient encore à d'autres autorités. Vous les connaissez, l'Agence des fréquences, la NFR ou l'ARCEP. Et bien entendu, le problème n'est pas tellement le respect ou l'irrespect du principe de précaution, le problème est plutôt dans cette hyper-spécialisation et dans cette parcellisation des contrôles. Donc oui, le principe de précaution est applicable, mais tout le monde ne peut pas le faire respecter. Je prends l'exemple très simple de l'installation d'antennes relais qui fait toujours l'objet de contestations, souvent, parce que parfois les antennes relais sont quand même très très mal installées en face d'écoles primaires, à 50 mètres d'une école primaire par exemple. Bon, c'est un peu curieux. Bon, le maire, lui, il est en charge de la police de l'urbanisme. Donc le maire, il doit regarder si l'installation, en hauteur, en largeur, en surface, en profondeur, respecte les dispositions de l'urbanisme. C'est toujours fait ? C'est toujours fait. Mais avec la miniaturisation des équipements, on va en parler de ça. Évidemment, ça ne va plus jamais méconnaître les règles d'urbanisme. Bien sûr. Les équipements sont de plus en plus petits. Donc le maire ne peut plus aujourd'hui, en raison de la jurisprudence et de la spécialisation des contrôles et des compétences, il ne peut plus contrôler, même s'il le veut, le respect de la santé publique et donc le respect du principe de précaution. Donc le respect du principe de précaution, pour répondre maintenant très directement à votre question, son contrôle appartient à l'Agence des fréquences. Laquelle agence des fréquences? Alors, je ne vais pas en dire de mal, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Ouais. Je ne vais pas en dire de mal. Tout est logique de flux dans le monde d'aujourd'hui. Considérez que l'Agence des fréquences reçoit plusieurs dizaines de milliers de demandes d'ouverture de sites radioélectriques par an. Comment voulez-vous que cette agence des fréquences, quelle que soit sa bonne volonté, puisse effectivement
opérer un contrôle sérieux, approfondi. Donc on a en fait un système d'autorisation implicite, et donc l'agence des fréquences, aussi longtemps qu'on ne lui tire pas la manche et qu'on ne lui dit pas il y a un problème, ne va pas vraisemblablement pouvoir faire grand-chose. Donc je pense qu'il faut aussi, ça, c'est un point de vue très personnel, avoir une approche un peu systémique de la chose. C'est-à-dire, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de flux, c'est un monde de quantité, c'est un monde complexe. Et donc, le système est mal outillé pour mettre en œuvre ce principe, dont pourtant la généralité est incontestable. J'aurais même voulu dire une chose sur le principe de précaution, parce que j'ai l'esprit assez taquin. À supposer même qu'on le réduise aux personnes publiques, n'oublions pas que l'État est actionnaire. Je vais citer aucune marque, mais l'État est actionnaire de sociétés anonymes de droit privé qu'il contrôle, mais dont il est actionnaire majoritaire, et ces sociétés ont un régime particulier où l'État a son mot à dire. Donc même si l'on voulait réduire le principe de précaution simplement à la sphère publique, il y a dans les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, dans les opérateurs du transport d'électricité, dans les opérateurs de la fourniture d'électricité, des opérateurs qui sont contrôlés par l'État, mais qui prennent, c'est vrai, grâce à la forme de marché aujourd'hui, la forme d'une société anonyme. Tout à fait, c'est bien ça. Je voudrais quand même qu'on reprenne deux exemples qui sont faciles à comprendre. Quand il y a eu le déploiement des compteurs Linky, qui sont des compteurs communicants, me semble-t-il, il y a des gens qui n'en voulaient pas. Oui. Nous sommes bien d'accord. Ouais. Pareil pour le gaz. Hein, là, je parle de Linky, c'est pour l'électricité, mais pareil pour le gaz. Donc, qu'est-ce que c'est bon, comme vous parliez tout à l'heure des antennes relais, il y a quand même des gens qui se plaignent de ça et qui disent, nous, on ne veut pas d'antenne relais à tel endroit. Hein, nous sommes d'accord. Je reviens sur le Grenelle des ondes, ce fameux Grenelle des ondes. Il me semble que la décision qui a été prise, c'était en 2014, d'après mes souvenirs, où on a interdit le Wi-Fi dans les crèches. Nous sommes d'accord ? Dans les crèches. C'est-à-dire, le milieu scolaire, c'est pas que les crèches, nous sommes d'accord. Alors, c'est là que je me pose quand même des questions. On sait qu'il y a danger, mais on continue à déployer. Le compteur Linky, c'est vraiment le prototype. Moi, j'en voulais pas de ce truc. Alors, menace, etc., etc. Donc, finalement, ça finit par être imposé. C'est imposé. Bah oui, mais... Moi non plus. C'est comme les compteurs d'eau connectés, hein. Bah, c'est ça. Alors, c'est ce que je dis. non mais... Pardon, il y a imposé, et il y a la pratique sociétale, il y a la pratique, et puis il y a le droit. Mais je voudrais dire un mot peut-être sur les compteurs Linky pour aussi qu'on comprenne d'où ça vient. Ça vient d'il y a beaucoup plus longtemps en réalité. Ouais. Oui. Depuis, la France s'est caractérisée pendant longtemps par la performance et la distribution, bien sur tout le territoire, de ces réseaux de gaz, de ces réseaux d'électricité. C'est une tradition qui est ancrée dans la France depuis le début du XXe siècle. Pour les publicistes, ceux qui font du droit public, c'est ce que je veux dire, ils regardent les grands arrêts gaz de Bordeaux des années 1900-1920. Le droit de la distribution d'énergie, de la distribution de téléphone a été conçu pour étendre le service public des réseaux. Donc en fait, ça n'était qu'un avatar du point de vue du gestionnaire de réseau de distribution, un avatar d'un nouveau déploiement, d'une nouvelle forme de réseau, les fameux réseaux dits intelligents. Et la vraie réponse à ces questions d'obligation se trouve dans un rapport de la Cour des comptes qui est extrêmement intéressant, et c'est une raison en réalité financière. Donc moi, je ne cite que des sources officielles, c'est mon rôle, je suis prof de droit, donc il faut bien que je cite des sources officielles. Que dit la Cour des comptes ? La Cour des comptes explique qu'en fait, le gestionnaire de réseau de distribution devait faire l'avance du financement des compteurs tant qu'une certaine couverture nationale n'était pas atteinte. Donc évidemment, après, on comprend que le gestionnaire du réseau de distribution, qui doit faire l'avance du financement des compteurs, ait un intérêt prépondérant, et presque logique du point de vue économique, à déployer très largement ces compteurs et à expliquer que c'est obligatoire. Sauf que, avec le compteur Linky, on est, ou tout compteur communicant, dans une situation très très différente d'autres équipements. Je m'explique, je ne veux pas être long, mais je vais donner un exemple. On n'a jamais pu s'opposer, par exemple, à ce qu'on appelle les servitudes de passage de lignes électriques. Parce qu'une ligne électrique, elle vous dessert vous, mais elle dessert la parcelle voisine.
Donc, c'est pour ça qu'il y a des obligations depuis longtemps que les lignes électriques passent par-dessus chez vous, même si vous ne voulez pas. Et vous ne pouvez pas vous y opposer. Voilà. Le compteur, c'est autre chose. C'est un équipement terminal qui dessert votre propre installation. La continuité du réseau au-delà de votre propre parcelle ne dépend pas de l'existence de la pose ou non de ce compteur. Et d'ailleurs, il n'y a pas dans les textes de servitude de pose d'un compteur intelligent. Donc vous pouvez vous y opposer. Donc on peut s'y opposer. Ça devient une question de négociation, voilà, c'est ça. De négociation entre vous et un opérateur qui est puissant. Alors, peut-on s'y opposer oui et non. C'est-à-dire que si demain votre... Non, mais c'est là où il y a le droit et où il y a, et où il y a le marché. Oui, je comprends. Si aucun fournisseur d'électricité n'accepte de vous servir du courant si vous n'avez pas le compteur communicant, eh bien, vous n'aurez pas d'électricité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas venir de force installer un compteur chez vous au motif qu'il y aurait une servitude d'installation de compteur. Cette servitude d'installation de compteur n'existe pas. Donc, je considère qu'en droit privé, je peux, même en droit public d'ailleurs, je peux m'opposer à l'installation d'un compteur. Après, toute la difficulté est de savoir si je vais trouver une compagnie qui veut me servir du courant. Excusez-moi, je vous coupe la parole, mais à Metz, on a l'UEM, oui, qui est une régie municipale. Absolument. Donc, tous les Messins et tout, on est obligé de passer par l'UEM. Absolument. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'est pas comme le gaz. Oui. Le gaz, on a plusieurs possibilités. Maintenant, l'eau, c'est la régie de l'eau. Ben, la régie de l'eau, il n'y a pas d'autre fournisseur de flotte que la régie de l'eau en Moselle. Enfin, sur Metz. Alors, on ne va pas compter sur les compteurs trop S'il longtemps. vous plaît, mais répétez la question pour oui. Ceux qui n'ont pas de, oui, de merci, micro. merci docteur. Oui, on parlait de cette question de choix et vous faisiez observer, madame, à juste titre, qu'il n'y a pas toujours une pluralité d'opérateurs et vous disiez à Metz, on est en régie municipale. Eh ben oui. Donc on est en régie municipale avec l'UEM qui produit de l'électricité et qui la distribue. Et qui est même le gestionnaire de réseau de distribution. Et c'est comme ça que moi j'ai été obligé de faire installer un compteur Linky. Alors oui, à voir quand même, il faut une veille juridique, je suis prudent, donc comme j'ai pas été voir le journal officiel ce matin, c'est une plaisanterie, mais c'est vrai, j'ai pas été le voir, mais une actualisation doit se faire vraiment au jour le jour, mais normalement, c'est la commission de régulation de l'énergie, tout le secteur de l'électricité, par exemple, est sous l'autorité d'une commission qu'on appelle la CRE, la commission de régulation de l'énergie, et la commission de régulation de l'énergie avait dit à une époque qu'elle finirait par fixer une taxe pour les surcoûts de relève de ceux qui refusent les compteurs. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ça veut quand même bien dire qu'il est possible de faire le choix de ne pas avoir ce compteur et que cela impliquera le surcoût de payer le coût de la relève. Voilà. Tout à fait. Je voudrais rebondir sur le Linky et l'électro-hypersensibilité. On a beaucoup de témoignages de personnes qui nous disent « Depuis que j'ai le compteur, ça va de mal en pis ». Pourquoi ? Parce que le compteur Linky, c'est du CPL, du courant porteur en ligne. Oui. Et c'est du courant discontinu. En fait, je dirais que ça titille le corps et ça enflamme. Et Yves Alexandre parlait tout à l'heure, Dr Rafalovic disait tout à l'heure que il y avait, au bout d'un moment, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui. Eh bien, ce que je constate, moi, c'est que ça agit comme ça. C'est-à-dire que vous avez déjà eu des agressions, que votre corps a tenu jusqu'à maintenant. Et pour certaines personnes, ça les fait basculer dans l'électro-hypersensibilité. À ce propos, je vous signalerai juste ce livre, s'il y en a que ça intéresse. Ça s'appelle « Les ondes du silence ». C'est écrit par Jean-Michel Legrand. Et c'est l'histoire d'un couple qui bascule simultanément dans l'électro-hypersensibilité à cause du compteur Linky qui vient d'être installé. Ah oui, carrément. Et alors, vous avez tout le parcours de la personne électro-hypersensible. Je trouve ce livre intéressant. Je n'ai pas d'impointance, je ne connais pas encore ce monsieur qui a écrit le livre, mais je trouve qu'il est intéressant parce qu'il est écrit en toute objectivité, en toute sincérité, et c'est pas un livre écrit sous forme militante. Et je trouve qu'il retrace très bien ce qui se passe. Mais moi, pour l'histoire du compteur Linky, je pense que les particuliers qui sont concernés, où la demande est faite de le poser, finissent par lâcher l'affaire. Parce alors, il faut savoir, relancés. ce qui serait intéressant, c'est que d'un point de vue du droit,
On a une reconnaissance du côté de la justice aujourd'hui. Oui. On a des personnes électro-hypersensibles qui sont allées devant les tribunaux et sont arrivées à ne pas avoir le compteur Wi-Fi, à se faire retirer. C'est sur notre site internet. La reconnaissance arrive du côté de la justice. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de reconnaissance quand même. Mais oui, il y a une forme de reconnaissance du côté de la justice. Il faut prouver qu'on est les juges entendent la problématique. Il y a effectivement des arrêts, Cour d'appel de Grenoble, le premier que j'ai commenté de la Cour d'appel de Bordeaux, il y a quelques années, qui ont reconnu même le droit pour un locataire de faire déposer un compteur qui était installé pour réinstaller un compteur mécanique. Le problème, il va y avoir aussi une extinction des compteurs électromécaniques. Donc, je veux dire, des compteurs classiques. Donc, comment voulez-vous, à un moment donné, faire... on ne pourra plus le faire remplacer. J'avais juste une autre remarque à faire, c'était pour élargir un petit peu le débat. Ouais. Les problèmes de santé rejoignent parfois d'autres problèmes qui n'ont rien à voir, mais des problèmes, par exemple, de sécurité informatique. Il n'y a pas que les électrosensibles qui ont des réseaux fibrés chez eux, avec des prises RJ45. Il y a les joueurs, les hard gamers, qui veulent avoir du débit. Et voilà. Et il y a aussi les avocats, par exemple, qui ont des données qui transitent, des données qui sont couvertes par le secret, et qui veulent que leur installation ne soit pas rendue vulnérable par un point d'entrée Wi-Fi. Donc, il faudrait aussi parfois se dire que le passage en filaire ne répond pas seulement qu'à l'intérêt des électro-hypersensibles, mais répond à d'autres intérêts. Sur la question, voilà, sur la question des compteurs communicants, on s'est posé des questions quand des compteurs communicants ont été installés dans des emplacements stratégiques, des administrations stratégiques. On s'est dit, mais le compteur communicant n'est-il pas la porte d'entrée d'une vulnérabilité de l'installation électrique pour des attaques extérieures ? Alors, ce n'est pas le lieu d'en parler, on ne fait pas une journée sur la cybersécurité, mais je veux vous dire que les sujets ne sont pas sans relation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on pourrait passer des heures à discuter sur ce genre de situation. On a tous des téléphones portables. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des téléphones filaires à la maison ? Alors, pas plus pour longtemps. Je réponds. Non, mais je vais répondre à cette question si vous voulez bien. Allez-y, docteur. Donc la question est est-ce qu'il y a encore des gens avec des téléphones filaires ? La réponse est oui. Et non seulement il y a des gens avec des téléphones filaires, mais je vous dirais que l'âge de pierre ne s'est pas arrêté à cause du manque de pierre. C'est-à-dire que les montres mécaniques fonctionnent encore. Quand je fais mon café à la maison, j'ai un moulin que je coince entre les genoux et que je tourne comme ça, et ça marche bien. Ouais, et les Amish... On n'est pas revenu à l'âge de pierre quand même. Non mais attendez, les Amish sont en très bonne santé. Oui, mais il y en a aux États-Unis, il y en a pas en France. Parce qu'ils ont réussi à se mettre ensemble, à se défendre et à faire en sorte que dans leur coin, là où ils vivent, ils n'aient pas les pollutions qu'on a ailleurs. Ils ont fait leur zone blanche. Faites des zones blanches si vous voulez survivre à cette société qui vous empoisonne tous les jours. Il y a des gens qui se plaignent des zones blanches, il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir de Wi-Fi. Alors, il y a des gens manipulés, madame. Vous me dites, il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir de Wi-Fi, mais c'est sûr qu'une fois que vous êtes installé dans votre fauteuil, que vous êtes bien dedans, que vous avez une paille qui vous met l'eau sucrée dans la bouche et que vous avez, je sais pas quoi, enfin, tout le confort, eh ben, c'est difficile de se dire je vais me bouger et je vais recommencer à prendre en charge mon corps et à faire des efforts pour me remettre en contact avec la nature. Mais c'est la condition de la survie, madame. Sur le réseau filaire, pour répondre précisément à votre question, Orange est en train de déposer pour faire des économies tout le réseau téléphonique commuté, c'est-à-dire le vieux réseau cuivre. Donc le réseau cuivre qui équipait la France entière est en train d'être démonté. Ça pose des difficultés à nouveau en termes sécuritaires, car quand il y a une panne de courant, les antennes relais s'arrêtent. Bon, ça c'est juste pour lier notre thème à la sécurité, c'est quand même important aussi. Et par contre, il est toujours possible de téléphoner en filaire, sauf que maintenant ça passe, c'est du filaire qui passe par la fibre optique. Et c'est donc un téléphone filaire qui sera branché à votre box. Oui, la fibre optique. La fibre optique. Moi, j'ai les rats qui ont sélectionné ma fibre optique. Ça, c'est biodiversité. Dans le trottoir.
Ah bah alors, non mais rigolez pas, j'ai pas eu de télé pendant 1 an et demi. Ah oui, c'est bien ce que je dis, la biodiversité urbaine, c'est ça. C'est sympa. Mais j'ai une box 4G maintenant. J'ai une box 4G de chez Bouygues. Oui. Pour avoir la télé, pour avoir le Wi-Fi. Ben voilà. Mais vous n'êtes pas obligé. Ben non, mais sinon j'avais plus de télé. Oui, Ils ont rétabli le réseau depuis, madame. Si vous voulez bien prendre le micro pour redire ce que vous dites, parce que je pense qu'on n'est pas très nombreux ici, mais ils doivent être très nombreux à nous écouter. J'ai les rats qui ont... Pardon. À la bourse. Vas-y. J'ai les rats qui ont des rats qui ont sectionné la fibre optique qui était dans le trottoir. J'ai fait venir une entreprise et en fait j'ai des pavés béton devant mon garage. Il fallait que je fasse une tranchée pour remettre les câbles dans lesquels passait la fibre optique. C'est Sobeca qui est venu me faire un devis, il y en avait pour 4 800 €. Moi, je suis usufruitière de la maison de mon mari, j'ai pas voulu faire ses frais. Donc, je n'ai pas eu de télé pendant 1 an et demi. Je m'en fiche. Moi, quand j'étais môme, on écoutait la radio à la maison, on écoutait de la musique, ça ne me dérangeait absolument pas. Et à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol, je suis allée chez Bouygues, et Bouygues m'a donné une box 4G. Voilà. Donc je regarde la télé, j'ai le Wi-Fi, j'ai Internet, j'ai le Wi-Fi, j'ai tout avec ma box 4G. Bah, pourquoi pas avoir ces systèmes en système de secours, en attendant que ça soit réparé. Parce que je pense que si les rats vous ont coupé votre câble, le technicien peut venir le réparer quand même. Bah, il faut faire une tranchée, il faut faire sauter. Oui, enfin bon, c'est une question technique, c'est pas une question c'est pas impossible. Mais ça n'empêche pas que le cas général devrait être le filaire. C'est-à-dire que l'information passe dans un tuyau et ne déborde pas ailleurs, à la fois pour des raisons de sécurité et pour des raisons de santé, enfin, ou de sauvegarde de la vie humaine, animale, végétale, etc. Et pour rajouter une couche sur la technique qui va qui va pas forcément dans le bon sens, j'ai entendu parler que même les services secrets envisageaient de revenir à la machine à écrire, tellement une fois que l'information a été mise dans le numérique, elle est ensuite impossible à effacer. Oui, bien sûr. Et donc il n'y a plus de secret. Ils ne peuvent plus garder, il n'y a plus de service secret possible. Surtout dans le contexte géopolitique actuel, c'est un petit peu compliqué. Je voudrais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, Marie-Noëlle, sur les histoires de désocialisation. Et ça, j'avais une question là-dessus. Comment on peut, quand on devient pratiquement un ermite, quoi, comment est-ce qu'on peut se défendre? Est-ce qu'il y a un droit là-dessus? Est-ce que vous parliez, professeur Cachard, de droit du travail qui pourrait intervenir? Ce que je constate sur le terrain, c'est que c'est très difficile. Oui. D'abord, vous êtes isolé de tout, c'est-à-dire que vous sortez complètement de la vie ordinaire. Oui, non, mais vous avez un travail. Et donc, l'électro-hypersensibilité entraîne une escalade de choses négatives. Je veux dire, vous travaillez du jour au lendemain, vous travaillez plus. Votre employeur, il comprend pas ce qui vous arrive. Vous finissez par être un arrêt. Est-ce que là, il y a pas, il y a un droit qui existe, un droit du travail, justement. Vous pouvez pas vous défendre de ce côté-là, professeur? Alors, juste une petite clause limitative de responsabilité. Je ne suis pas professeur de droit du travail. Donc j'ai regardé, mais ça n'est pas ma spécialité, donc je vais être assez imprécis en vous renvoyant ensuite vers de meilleurs auteurs, même si on a fait une publication avec un collègue qui est travailliste. Mais moi, je ne le suis pas. La question est celle de l'adaptation du poste de travail sur la préconisation du médecin du travail. Et cette adaptation est possible ou pas possible, faite ou pas faite par l'employeur. Alors, il y a des... Et le docteur Raffalovitch va compléter. Moi, je voulais juste témoigner d'une expérience voisine, qui est celle du Grand-Duché de Luxembourg. Au Grand-Duché de Luxembourg, il y a un service... Le Grand-Duché de Luxembourg est prospère et prend soin de sa force de travail. Donc, il y a un service au ministère de la Santé qui vient gracieusement, sur appel de l'employeur, pour faire une évaluation des risques et pour faire des préconisations d'adaptation. Car on considère, c'est peut-être une approche marchande, mais on considère qu'un employé en bonne santé est un employé qui s'épanouit, qui travaille et qui est performant.
Maintenant, l'échelle du Grand-Duché du Luxembourg n'est pas l'échelle de la France. C'est certain. Et ça existe, pardon, c'est juste au Luxembourg, au niveau européen? Et en Belgique. Au Luxembourg, donc il pourrait y avoir éventuellement une directive européenne pour généraliser à l'ensemble des pays. C'est pas du ressort de la directive, c'est du ressort d'une bonne pratique administrative. D'accord. C'est pas qu'une garantie juridique, c'est une garantie de service public, c'est des moyens qui sont mis. D'accord. Donc je vais donner la réponse du médecin. Ouais. Je vous ai parlé du stade 2 et du stade 3 de l'électro-hypersensibilité ou de la chimico-sensibilité. Le médecin, dans un stade 2, il va remplir un dossier de déclaration pour la maison départementale du handicap, la MDPH, en demandant par exemple la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, quand il pense que la personne va pouvoir quand même continuer. Alors comment elle va faire ? Elle va peut-être demander de faire un temps partiel à domicile, en télétravail, et s'équiper à la maison d'un ordinateur qui sera connecté en filaire, qui aura un clavier déporté, qui n'aura pas de technologie sans fil. Elle fera venir un technicien, parce que c'est un métier qu'on a développé avec les électrosensibles. Il y a maintenant des gens qui sont des électriciens en électricité biocompatible, qui sont capables de vous faire un diagnostic dans votre maison, de vous supprimer le plus possible les sources de pollution, de vous équiper votre maison de telle façon à ce que vous puissiez quand même l'habiter malgré votre hypersensibilité. Donc on va pouvoir dans certains cas demander ça. Mais dans d'autres cas, on va demander l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire un revenu de remplacement, parce que on va constater que la personne ne peut faire aucun travail. Elle ne peut pas rentrer dans une administration, elle ne peut pas s'approcher d'un téléphone, elle peut pas. Est-ce que vous connaissez encore beaucoup de travaux qui peuvent se faire sans ordinateur de nos jours? Justement, voilà. Des gens comme ça, il y en a beaucoup, ou ça augmente, on ne sait pas ou... Moi, j'ai obtenu plusieurs dossiers, plusieurs dizaines, je pense, de personnes qui ont pu avoir un revenu de remplacement parce que tout travail leur était devenu impossible. Vous, docteur, vous êtes électrosensible, des gens comme dans votre métier, est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont dans votre situation, dans votre cas, ou qui connaissent la problématique? Alors, la réponse est un petit peu longue. Il y en a très peu. D'ailleurs, l'ARTAC n'a pas réussi à trouver un remplaçant au docteur Bellepomme pour faire les consultations des électrosensibles qui demandent. Et nous, au sein de l'association, on a créé une cellule spéciale qu'on a appelée le COMES, Comité médico-scientifique, où on a essayé de faire des formations justement pour que des médecins accèdent à la possibilité de recevoir... De pouvoir faire un diagnostic déjà, au moins. De pouvoir faire le diagnostic, de pouvoir déjà les recevoir, parce que la plupart des cabinets de médecins sont tellement blindés de téléphones, de Wi-Fi, etc., dans leur salle d'attente et partout, qu'ils ne peuvent même pas les recevoir. Donc, dans les cours qu'on a préparés pour donner aux médecins et aux soignants, il y a déjà comment équiper son cabinet et comment le dépolluer. Et puis, il y a comment aborder la personne. Et puis, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme soin et comment lui parler et, voilà. Et donc, en quelques heures, pour des gens formés, on pourrait, si on arrivait à développer un truc, mais c'est très difficile, hein, on rencontre beaucoup d'obstacles. Excusez-moi, peut-être une question Nous, on a formé, quand on a commencé, on a appris qu'il y avait 200 médecins en France qui voyaient des électro-hypersensibles. On en a formé plus d'une centaine, mais... Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ma question, est-ce que c'est dans le cursus ? Consultation en moyenne, et du coup, c'est très chronophage pour les médecins. Ils ne veulent pas avoir plus de patients qu'ils n'en avaient électrosensibles. Donc voilà, ils sont... Est-ce que c'est enseigné pendant la médecine ? Absolument pas. Voilà, la question, elle est là. On a essayé, on a fait la démarche. En enseignement initial, c'est même pas la peine. Les facs de médecine sont tenus par un lobby qui ne veut absolument pas que ça rentre dans l'enseignement. On a essayé avec la formation médicale continue. On y a mis pas mal d'énergie, on est allé jusqu'à monter complètement le module, et à la fin on a eu une réponse et on nous a dit, pas officiellement, hein, c'est pas écrit, on nous a dit non mais vous en faites pas, le blocage il est politique, ça passera jamais. Et
on en est maintenant à se tourner vers les naturopathes. En nous disant, de toute façon, les médecins, c'est pas possible. On va déjà orienter les gens vers des praticiens de santé parallèles qui font de la médecine qui n'est pas la médecine remboursée. C'est ça. Pour essayer quand même qu'ils soient reçus par des gens qui sont des professionnels de santé. Ben nous, on avait essayé de faire un DU avec Montpellier, Strasbourg et Paris. Ouais, Paris 5. Et Paris 5, donc les 3 universités avaient accepté de faire un DU de médecine environnementale, dans laquelle on aurait introduit justement l'aspect des champs électromagnétiques. Bien sûr, ouais. Et au mois de juillet, donc il devait commencer en septembre, et au mois de juillet, le Paris 5 s'est retiré, et du coup, tout est tombé à l'eau. Strasbourg a quand même fait un DU, mais il n'y avait pas suffisamment d'inscrits. Et donc, ça n'a pas tenu. Le deuxième obstacle, c'est qu'un électrosensible, moi, quand je l'ai pour la première fois, souvent au téléphone ou en consultation, c'est parfois 1h30 de consultation. Alors que pour qu'un cabinet de médecine générale soit rentable, il faut que la consultation dure entre 10 et 20 minutes. Donc c'est un investissement... c'est pas possible. Donc en fait, il faudrait que les médecins soient eux-mêmes électro-hypersensibles ou électrosensibles pour pouvoir. C'est ça. Ça existe, oui. Ça existe, bah oui, la preuve. Ça aide malheureusement. Il y a un manque de médecins aussi maintenant. Oui, alors ça c'est un autre sujet. Je voulais revenir un court instant sur le droit du travail ou sur la situation et sur la question de savoir s'il y a désocialisation ou pas. Le droit du travail n'empêche la désocialisation, pour être clair, que s'il y a une adaptation du poste de travail. Ouais, c'est ça. Là, c'est la meilleure protection. Et je veux donner 2 exemples pour que ce soit concret, parce qu'on se dit c'est quoi l'adaptation du poste du travail. Donc j'ai 2 exemples. Un exemple tiré de la pratique du Grand-Duché. Voilà 2 salariés qui étaient sur une borne d'accueil d'une entreprise et qui étaient malades. En réalité, ils se sont aperçus que la borne d'accueil était située à l'aplomb exact d'un important transformateur électrique qui était situé en dessous dans l'immeuble. L'adaptation du poste de travail était relativement simple, il suffisait de déplacer la borne d'accueil et de changer le trajet des entrants et des visiteurs. Et il y avait effectivement un champ magnétique, électromagnétique, parfaitement documenté, lié à ce très gros transformateur qui était là. Donc c'est parfois des choses extrêmement simples. Parfois, les postes de travail sont situés tout près, mais vraiment très près, d'une borne Wi-Fi. Les installateurs installent les Wi-Fi sans respecter les prescriptions de sécurité. Il suffit ou de déplacer la borne ou de déplacer le bureau. Alors, ça, c'est là où je m'arrête, c'est que je n'ai pas la compétence médicale pour savoir à quel stade ça correspond et à quel degré d'avancement de la maladie ces aménagements peuvent suffire. Mais s'ils ne suffisent pas, alors, d'une certaine façon, c'est formidable ou c'est mieux que rien d'avoir une allocation adulte handicapé, par exemple. Mais ça produit quand même une perte de revenus. Et puis une forme de désocialisation. Et une forme de désocialisation. Et donc, quand on en est à ce stade, la désocialisation est... Je voudrais rajouter qu'on a connaissance de personnes qui arrivent à travailler, qui ont eu des aménagements dans leur travail. On connaît des personnes qui ont eu leur bureau transformé en cage de Faraday. Avec les collègues qui devaient rentrer sous cette cage de Faraday sans leur téléphone portable, etc. Mais il faut bien prendre conscience que quand bien même la personne arrive encore à travailler, si elle a un stade qui supporte ça, parce que quand elle sort de sa cage de Faraday et qu'elle retourne chez elle habiter, elle traverse la ville, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie n'existe plus, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, les personnes électro-hypersensibles ont besoin d'une lumière au bout du tunnel. Parce que leur vie n'est plus une vie. Ils sont invisibles au regard de la société. On parlait tout à l'heure, ils arrivent à se faire aider s'ils ont un père aidant qui veut bien faire l'intermédiation sur leurs problèmes. Mais on parle du numérique à fond aujourd'hui. L'accès au numérique. Réfléchissons à la question. L'accès au numérique pour une personne électro-hypersensible. Elle aussi, elle a besoin d'un accès au numérique, mais elle a besoin d'un accès protégé. Et nous avons des personnes qui ne tiennent pas devant un ordinateur, même en étant connectés filaire. Ça va très très loin. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on est en train de crier pour les personnes invisibles qui ne peuvent pas être ici, on est en train de crier la colère. Allez voir sur les territoires ce qui se passe. Je comprends très bien. On a besoin de non, mais ce qui est quand même très inquiétant, c'est qu'on va avoir un déploiement. On parlait de 5G, 6G, on va avoir un déploiement d'ondes électromagnétiques quasi généralisé. Donc les zones blanches,
Il n'y en aura pratiquement Il faut se battre. Il faut se battre pour les avoir. Et les cages de Faraday, c'est pas une solution parce que quand on parle d'ondes, c'est les ondes artificielles. Oui, mais le corps humain a besoin des ondes naturelles aussi pour vivre. Absolument. Et une cage de Faraday, les personnes coupent aussi l'accès aux ondes naturelles. C'est vraiment très très complexe. Pardon, il y a une dame. Oui, allez-y. Est-ce que c'est possible de... Venez prendre le micro, va. Alors moi je me pose la question s'il est possible de passer d'un stade 3 à un stade 2 ou à un stade 1 même. Et est-ce qu'il y a une autre solution que de se retirer ou de s'isoler, de trouver des adaptations au niveau médical? Oui, mais ce n'est pas systématique. Par exemple, la personne dont vous avez parlé, qui était dans la grotte quand on a créé l'association, 2012, 2014. Elle n'est plus dans une grotte, mais elle est dans une cave, enfin, dans un lieu quand même très retiré. Donc pour les personnes les plus graves, il y aura probablement dans les stades 3 des gens qui ne reviendront pas à une vie normale. Ça dépend de la dose qu'on a reçue. Hein. Heureusement, ce n'est pas le cas général. En moyenne, il faut 5 à 10 ans pour remonter à un niveau de sensibilité qui permet d'améliorer sa relation aux autres. Mais pas de vivre normalement. Oh, moi, je considère que je vis pratiquement normalement. Disons que moi, je suis passé du stade 2 au stade 1, quoi. D'accord. J'ai pris le TGV pour venir. Bon, j'ai un petit... Vous voyez, j'ai des petits tissus comme ça. Quand il y a trop de doses, je me couvre la tête, les épaules, la poitrine. Voilà. Et puis on a des appareils de mesure et puis on regarde le niveau de pollution dans lequel on est. On peut estimer quel temps on peut tenir dans tel niveau de pollution. À tel endroit, oui, d'accord. Moi, par exemple, avant que la conférence commence, je m'étais mis au fond de la salle parce que je me suis aperçu que les ondes étaient moins fortes et elles sont beaucoup plus fortes dans le local technique qui est juste derrière moi. Voilà, donc on peut revenir à un mode de vie pratiquement normal, mais en étant ce qu'on appelle un nouveau mot que je voudrais introduire, électroconscient. J'aimerais que les gens qui vont sortir de cette salle deviennent des électroconscients, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus dans cette injonction d'être dans le déni, qu'ils commencent à comprendre que cette pollution existe, que les gens qui en souffrent existent et qu'ils puissent en parler autour d'eux et qu'on soit de plus en plus nombreux à savoir qu'on peut se préserver, on peut diminuer les niveaux de pollution et on peut diminuer le risque de tomber malade. Très bien dit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Moi, j'avais entendu parler des électros hypersensibles. Il y a 8 ou 10 ans, par une association qui s'appelait Robin des Toits. Ça s'était passé à Saint-Luc. Robin des Toits, oui. Robin des Toits. C'était contre les antennes. Les deux dames qui vivaient dans une grotte. J'avais entendu parler du livre de M. Belpom et on avait pris conscience avec mon mari de ces ondes. Et je me rappelle il y avait eu un exemple qui avait été bien précis quand il y avait l'hôpital Bon Secours, qui a déménagé maintenant, qui est à Mercy. Il y avait une antenne relais. Alors, l'hôpital Bon Secours, moi j'ai travaillé puisque j'étais délégué médical. L'hôpital Bon Secours, il était rectangulaire comme ça. Là, il y avait l'entrée et là, derrière, il y avait une antenne relais. Et au 4e étage, il y avait la neurologie et il y avait l'antenne relais, les ondes qui tapaient sur le niveau du service de neurologie. Et on nous avait cité l'exemple également d'une école primaire où il y avait une antenne relais et que les enfants étaient malades. Les enfants étaient malades. Mais je crois qu'elle existe toujours, cette association Robin des Toits, non? Oui, bien sûr. Ouais, elle existe mais toujours. bon. Enfin bon, voilà. Oui. Je voudrais faire passer un message, si c'est possible. On protège la biodiversité, l'être humain en fait partie, et il est grand temps de protéger l'espèce humaine.
à tous ceux qui sont ici, à tous ceux qui vont être là ce week-end, et à tous les écologistes et à tous ceux qui aiment la nature et la vie, créons ensemble des lieux d'excellence environnementale, c'est-à-dire sans ondes électromagnétiques. Dans tous vos projets de biodiversité, dans vos corridors d'écologique dont on a entendu parler hier à cette très belle remise des prix, dans vos espaces naturels, dans vos parcs naturels, dans vos zones Natura 2000 et toutes celles que j'oublie, pensez à laisser des zones blanches et à faire attention aux champs électromagnétiques. Il faut qu'on crée dans le droit des protections. Il y a beaucoup à faire. Il faut drastiquement réduire les ondes. Il faut que les seuils, les normes, il faut baisser ces normes. Je lance un appel de soutien pour créer des zones blanches. Il faut qu'on ait des projets Habitat Santé. Si les élus de Grand Est sont intéressés, on peut très bien avoir des formes de béguinage Habitat Santé, comme on a présenté hier. Ce seraient des projets géniaux. Il y a eu un trophée, absolument. AZB serait heureuse de monter un projet en collaboration avec des acteurs engagés sur le territoire Grand Est. Donc j'en profite pour lancer un appel. Très bien. Notre association a aussi besoin d'aide pour soutenir des projets qui sont vitaux et qui demandent des moyens. Donc les philanthropes sont les bienvenus. Vous avez ici un dépliant qui est à votre disposition si vous voulez en savoir plus, avec une adresse et un site internet, associationzoneblanche.org, où vous pouvez retrouver dans le détail tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et il y a aussi toute une page sur les préventions, la précaution. Ne devenez pas les électro-hypersensibles de demain, il y en a déjà assez. Voilà le message que je voulais faire passer. Et pour répondre au problème de la 5G, la 6G, il faut savoir qu'il y avait quand même une technologie française, qui s'appelait la LiFi, qui avait été développée, et ça a totalement disparu. Ça devait passer par les LED, comme elles peuvent clignoter très rapidement, donc ça permettait de diffuser l'information. Je voulais ajouter juste un point qui n'est pas un point d'optimisme, mais qui est un point de réalisme. Le problème, c'est que la problématique des ondes est une problématique mondiale. Les standards techniques sont mondiaux. Absolument. Les réseaux sont déployés au niveau mondial, dans le cadre d'une institution qui s'appelle l'UIT, l'Union internationale des télécoms. Et c'est là que se décident beaucoup des éléments. C'est très technique, c'est de l'ingénierie, c'est politique aussi. Les deux à la fois. Et donc, il y a toujours cette dialectique entre ce qu'on peut faire au plan national et les positions aussi que la France pourrait défendre au sein de l'UIT. Mais ayons conscience qu'il y a une approche locale, mais qu'il y a aussi une approche globale. Exemple, les flottes, les trains de satellites que vous voyez passer dans les soirs d'été, là, quand ils sont en lancement, et qui participent à une couverture mondiale en 5G. Que vous soyez abonné au service 5G par satellite ou pas, vous êtes servi, si je puis dire. De toute façon, oui. Juste un point aussi. Oui, professeur Redon. Juste un tout petit point. Il faut vous dire une chose importante pour prolonger ce qui vient d'être dit, c'est que les normes que l'on utilise actuellement, on vous dit non, c'est en dessous des normes, c'est pas dangereux. Oui, c'est un mensonge. Ouais. C'est des normes technologiques, c'est pas des normes sanitaires, ni biologiques. C'est des normes techniques, c'est des normes technologiques. Ça n'a rien à voir avec des effets biologiques ou sanitaires. Ça, faut bien l'avoir en tête. D'ailleurs, le Grenelle des ondes demandait qu'il y ait une norme européenne, parce qu'il y a vraiment une disparité d'un pays à l'autre au niveau européen. Alors, sur ce sujet, il faut dire que l'Europe s'est intéressée à faire des normes médicales, et c'est l'initiative EuropaM. Donc c'est le Conseil de l'Europe qui a fait ces normes, et elles sont disponibles, elles sont en téléchargement libre sur Internet, et vous verrez que ces normes sont plusieurs ordres de grandeur plus basses que celles qui sont appliquées dans notre pays. Tout à fait, absolument. Et sur les associations, je voulais dire que les associations, vous savez que c'est des bénévoles. Les bénévoles, ils s'épuisent. Et les associations, il y en a beaucoup parce que, à un certain moment, quelqu'un a une initiative, il a une bonne idée, donc il fait son association. Puis un beau jour, c'est repris par quelqu'un d'autre, c'est moins bien. Et, donc il y a une vie des associations. Mais pour s'adapter au fait que la pollution et la technologie est organisée au niveau mondial, on a commencé, nous aussi, à faire une association nationale qui s'appelle Parle-en et une européenne. Voilà.
Alors au niveau national, en France, il y a une association qui a vu le jour qui s'appelle CEMA-PHORE, CEMA-PHORE, qui regroupe une quinzaine d'associations réparties sur tout le territoire français, dont Association Zone Blanche. Et au niveau européen, a vu le jour en 2023, ESC, European for Safe Connections. Donc c'est un ensemble d'associations européennes qui œuvrent aussi sur ces sujets. Donc c'est tout récent, en fait. Ça c'est tout récent, oui. Très bien. Écoutez, il est midi. Bon, le principe de ces tables rondes, c'est que, au final, il y ait un grand témoin qui fasse un résumé un peu de ce que nous avons dit ce matin. C'était vraiment très intéressant, je crois. J'espère que ça vous a passionné. Et je vais donc demander à mon ami vice-président de l'Institut européen d'écologie, Arnaud De Witt, de venir faire un petit point là-dessus avant de vous libérer. Tu viens prendre mon micro, Arnaud. Merci tout d'abord à Patrice pour cette organisation ainsi que le Parc de Sainte-Croix, toute l'organisation. Merci pour votre présence et votre contribution à ce débat très riche. J'ai pas pris de notes, mais ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il y a d'énormes souffrances pour certaines personnes par rapport à toutes ces problématiques d'ondes, quelles qu'elles soient. Et qu'il y a des solutions qu'il faut mettre en place, soit individuellement, et c'est extrêmement compliqué, contraignant et surtout très cher, je pense. Il faut être sensible en tout cas à ces sujets-là, parce que on parlait des 4G, 5G, et là aussi, moi-même, je sais qu'il y a une chose, on n'en a pas parlé, c'est simplement les ondes radio. Moi qui suis un grand mélomane, il y a un truc quand même dingue, c'est ce que je retiens, c'est que quand je vais mettre une chaîne radio dans ma voiture, j'anticipe déjà le morceau qui va passer. Comme quoi, on est vraiment des réceptacles, tous à notre niveau. Moi, j'en souffre pas. Mais voilà, je vous remercie beaucoup pour cette contribution. Je pense que s'il y a des questions, 2-3 dernières questions, c'est le moment. Mais merci Mado pour votre contribution très active à ce sujet, en tout cas très passionnant. Et j'espère qu'on trouvera toujours des solutions pour individuellement et collectivement réussir à améliorer notre empreinte sur cette belle planète. Merci à tous. Moi, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que malheureusement, c'est une thématique qui est vraiment importante, mais au niveau de la recherche, il n'y a pas de financement. Parce que en fait, je suis bien d'accord, j'avais une très bonne discussion avec un monsieur au fond qui vient de Nancy. C'est simplement que les ondes, quelque part, c'est pas très tangible. Donc c'est très compliqué, effectivement, de pouvoir quantifier et scientifiquement... Voilà, c'est... Exactement, la tomate est un bon marqueur. Moi, j'avais juste une chose à ajouter. D'abord, en remerciant l'Institut d'avoir organisé cette table ronde qui était vraiment passionnante. Je trouvais ça très intéressant de remettre ça dans la question de la biodiversité pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce qu'on appartient à la biodiversité, aussi parce que les études concernant les plantes ou les animaux sont, à mon avis, tout à fait incontestables et non discutables. Voilà. Et ça, je pense que c'est important, parce que je suis juriste, donc je vois les choses de loin, mais ce sont des êtres moins complexes que l'homme, et donc forcément, ce qui est établi l'est beaucoup plus solidement. Donc je trouve que c'était vraiment très très judicieux de faire ce choix. Voilà. Et le droit est aussi un combat. Il se fait dans les parlements, il se fait au tribunal, et donc voilà, ceux qui veulent défendre leurs droits pourront continuer à le faire. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie. À tout à l'heure, 14h, pour la deuxième table ronde.